3, 2, 1. Knicks on Friday night, MSG is the place to be. Oh no! On Monday, and it was on Tuesday, and it was ooh on Wednesday. Gave her what she wanted through to Sunday. I have a dream that one day a nation of Knicks fans will be proud of the New York Knicks champion team and... Oh merde, oups, qu'est-ce qui m'arrive? Mais je suis pas tout seul aujourd'hui, mais non, je suis avec Seb. Seb, de retour, comment tu vas? Ça va, c'est peut-être ma dernière va année, mais ça va. Non, profites-en, peut-être que cette année on va faire un rêve et peut-être qu'on va voir les Knicks champions, je sais Oh, tout pas. ça c'est beau. Pourquoi est-ce que j'ai cette incarnation de Martin Luther King? Eh ben, on va vous parler de tout ça. Vous le savez, pas un jour, pas une semaine sans qu'on parle des New York Knicks. Pas un jour, pas une semaine sans qu'on parle de la KNF, des Orange and Blue, tout ça, tout ça. Seb, on t'a pas eu la semaine dernière. T'étais pas très en forme. Ouais, Bonne année et bonne santé à toi. Meilleurs vœux à tout le monde. Meilleurs vœux, la bonne santé. Hein. J'ai eu la grippe comme tout le monde. Là, il y a eu une vague de grippe, donc bien sévère. Mais ouais, donc la santé au début d'année, elle était pas là. Mais bon, ça va mieux. Même s'il y a d'autres. Il y a encore 12 d'autres mois. physiques, mais ça va mieux. Et puis ouais, j'espère que cette année, on aura une bonne surprise. Bon, je passe pas des masses, mais allez, on touche du bois, on essaie d'y croire, quoi. Mais Ouais, essayons de kiffer un peu avec les Knicks et on verra jusqu'où ils nous emmènent. ouais. Pour ça, il y a encore... Essayons de kiffer, c'est le mot à dire. C'est le principe, c'est le principal. Tout ça n'est que du kiff, c'est que du sport, du divertissement et de l'amusement. Hein. Allez, vous le savez, il y a encore beaucoup de choses à dire parce qu'il s'est passé pas mal de choses la semaine dernière. On va regarder tout ça ensemble. On lance l'épisode 110 de Have a Knicks Week sur KNF TV. C'est parti. Bah oui, on va essayer de kiffer. Et qu'est-ce qu'on a fait hier? Bah on a kiffé. Où ça? Au Hideout Café. Tout ça, ça rime en plus. Et oui, hier, c'était la première KNF Viewing Party de 2025. Sûrement pas la dernière, bien sûr. Pas la première non plus de la saison. Il y en a déjà eu... Eh oui, 2 déjà, dont une à Noël. À chaque fois, c'est des victoires. Bah alors, du coup, est-ce que la malédiction qui tournait autour des KNF Viewing Party a complètement disparu? On verra, on verra. Je vous parlerai du programme de la prochaine, et j'espère qu'effectivement, ça sera encore une Viewing Party victorieuse. Viewing Party. Bah oui, on aimerait bien, mais on ne le fait que sur les heures où c'est un peu en programmation prime time. Et c'est incroyable. Mais voilà, peut-être que la KNF porte chance à Knicks, en tout cas on l'espère. Et... le bilan global, il faudrait qu'on fasse les stats, hein, mais on fera peut-être les stats, effectivement. On prendra peut-être le temps de regarder dans nos livres d'archives, dans nos livres d'histoire de la KNF, pour voir un petit peu le bilan des viewing parties. D'ailleurs, si vous avez envie de faire les stats à ma place, allez-y, hein, on peut vous donner toutes les dates des KNF Viewing Party, et puis on va regarder ça ensemble pour voir le bilan. Est-ce que le bilan s'équilibre? Est-ce que le bilan est positif? Est-ce qu'il est négatif? Bon, on va regarder tout ça, et on vous donnera le chiffre, la data, pour le prochain épisode. Promis. Mais en tout cas, voilà, on remercie en tout cas les membres qui ont pu se rendre présents sur cette viewing party dimanche face aux Milwaukee Bucks au Hideout Café. On a retrouvé notre petit espace, notre petite salle privatisée et c'était un bon moment passé avec un match, heureusement, auquel on pourra remercier un certain Jalen Brunson. Il n'a pas gâché la fête, il a permis de finir avec un beau succès et c'est toujours mieux de terminer son dimanche soir avec une victoire qu'avec une défaite. Et ça permet de lancer l'année 2025 des soirées de la KNF en beauté. Donc on espère qu'il y en aura d'autres. C'est sûr qu'il y en aura d'autres, des viewing parties, mais avec des victoires, ça on verra. La prochaine arrive courant du mois de février. On vous repartagera les dates très prochainement. Il me semble que l'adversaire s'habille aussi en vert et qu'il est plutôt celte pour le coup. Bon, donc on verra pour la victoire à la fin de tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre cette semaine? Eh bien oui, il s'est passé le deuxième décompte des votes pour le All-Star Game. Vous le savez, le rassemblement de mi-saison qui va être sous forme de tournoi. Ça sera une sorte de tournoi à combien? 4 équipes, je crois? Oui, 4 équipes. Bon, ils vont mélanger les joueurs, ils vont faire une draft, voilà, ils vont essayer de
de rendre un petit peu ça compétitif. Bon, on verra ce que ça donne. On jugera lorsque tout ça va se présenter à nous au mois de février. D'ici là, bah, on peut toujours voter pour ce concours de popularité qui est le vote pour le All-Star Game, avec le vote des fans qui continue jusqu'au 16 janvier, il me semble. Hein. Donc c'est la semaine prochaine, jeudi prochain, on aura le décompte des votes des fans, le décompte final. Il y a déjà eu 2 décomptes intermédiaires et les Knicks sont pas trop mal placés, avec toujours Karl Anthony Towns qui est dans le top 3 des votes pour les joueurs du front de courte, ce qui est plutôt pas mal, hein, plus d'1 million de voix et une 3e place qui se consolide vis-à-vis du vote populaire. Pour ce qui est de Jalen Brunson, bon, ça s'installe durablement sur cette 4e place, derrière toujours ce LaMelo Ball, hein, le vendeur de chaussures Puma plutôt coloré. Je vois pas trop qu'est-ce qui pourrait... Si, un jeu flashy, mais bon, quand on a gagné 8 matchs dans cette conférence sous Est, est-ce qu'on mérite pour autant sa place au All-Star Game? Je ne sais pas. J'en doute, pour moi. Derrière, on a Donovan Mitchell et Damian Lillard. Comme on dit, les Charlotte Hornets, c'est le 26e bilan de la Ligue sur les 30 équipes. Alors les gens vont nous dire oui, mais c'est un jeu spectaculaire. Mais est-ce que les gens regardent réellement les matchs des Hornets? Pense pas. Peut-être les highlights. Bah déjà, il faut arriver à le voir en fait, hein, notre ami Ball, parce qu'il joue pas tous les matchs déjà. Donc finalement, si tu dois regarder les matchs de Hornets qu'en regardant les matchs de LaMelo Ball, ça fait pas beaucoup de matchs à visionner quoi. Mais est-ce que ça fait de lui clairement un titulaire, enfin les All-Stars, enfin. Ça porte un nom quoi, c'est les All-Stars, c'est-à-dire tu vois, c'est vraiment toutes les stars et les meilleures stars. Est-ce que c'est vraiment Si demain en NBA tu dois reconstruire une équipe, tu pars sur LaMelo Ball? Non. Comme joueur du backcourt à l'est. Si tu partirais sur LaMelo Ball en premier quoi. Si tu fais une fantasy draft, est-ce que c'est lui que tu vas chercher en meneur en premier. En disant non, Donovan Mitchell, il a un bon bilan mais non, je le prends pas. Ouais, non, je vais partir sur LaMelo Ball. Là, c'est un peu dingue. Oui, il a un jeu spectaculaire. Mais au Harlem Globetrotter, il y a des joueurs spectaculaires aussi. Mais à un moment donné, Jason Williams, Sacramento a coupé court avec lui pour aller plus loin. Donc, et pourtant, Jason Williams avait quand même un jeu hyper aussi spectaculaire. Oui, mais des fois le spectacle c'est pas l'efficacité. Finalement, il est allé chercher sa bague à Miami sur le banc, ouais, en tant que 6e ou 7e. Enfin, bref. Est-ce que LaMelo Ball ira chercher sa bague à Miami sur le banc? On en est loin. Est-ce qu'il va aller chercher sa bague aux Sacramento Kings sur le banc? On fera pas de projection comme ça. On en est loin, mais en tout cas, voilà. C'est un concours de popularité. Alors certains ont dit oui, mais regardez, LaMelo Ball, il a beaucoup de followers sur Twitter. Sur Instagram. Ouais, d'accord. Ouais, donc se joue à ça, quoi. Les Knicks sont plus de followers sur Instagram que les Charlotte Hornets. Bon, donc, la fanbase, est-ce qu'il faut la mesurer de telle ou telle façon? Après, sans vouloir faire le vieux con, c'est l'ère dans laquelle on vit qui est comme ça en fait, hein, c'est tout. On est plus, on est dans une ère justement de starification un peu outrancière. Donc ben voilà, là on le voit avec LaMelo Ball. Bon ben écoute, j'ai jamais dit que c'était un mauvais joueur, loin de là, hein, c'est un super joueur. Non. Mais est-ce que c'est un titulaire d'un All-Star? Est-ce que son équipe tu vois, quand il joue, est-ce qu'il fait plus gagner son équipe? Est-ce que... Enfin, je sais pas. Voilà. Donc, Après, voilà, tu l'as dit, on est dans une histoire de starification. Est-ce que c'est une plus grosse star que Jalen Brunson? Peut-être. Peut-être. Est-ce que c'est un meilleur joueur de basket que Jalen Brunson? Ça dépend sous quelle dimension on la considère. Pour moi, un bon joueur de basket, c'est un joueur qui fait gagner son équipe. Et d'autant plus quand on parle de meneur de jeu, on est sur un profil quand même qui est... clé dans le rouage offensif et pourquoi pas défensif d'une équipe. Voilà, LaMelo Ball aujourd'hui ça fait pas tellement gagner les Hornets. Visiblement c'est pas quelque chose qui rentre en considération tout de suite pour les votes des fans. C'est curieux, ça veut dire que les fans préfèrent du spectacle à de la victoire.
Pourquoi pas, c'est un concept. Mais c'est aussi curieux de ne pas voir un Darius Garland mieux placé, de voir un Donovan Mitchell certes en deuxième position, alors peut-être small market, mais small market aussi à Charlotte. Pour la Melo Ball, l'année dernière, c'était le 13e joueur à vendre le plus de maillots. Ouais. Ah, tu vois, ça code de popularité. Bon, après, les couleurs des Hornets ont toujours eu une affection pour pas mal de gens dans la fanbase. Et si tu prends un maillot des Hornets, sur qui tu vas partir sur la Melo Ball, il n'y a peut-être pas d'autres maillots proposés non plus globalement dans les stores. Donc voilà, ceci explique peut-être cela. Mais oui, effectivement, il y a... Knicks, tu vois. Alors que pourtant, Knicks, tu vois, New York, machin. Ouais. Et dans le top 15, t'as aucun Knicks. Voilà. Et pourtant, Jalen Brunson, si on regarde un petit peu entre le moment où il est arrivé et puis là, aujourd'hui, en 2025, puisqu'on est en 2025, il y a quand même une exposition qui a été en grandissant pour Jalen Brunson. On pense notamment à son podcast avec son coéquipier Josh Hart. On pense à tout un tas de publicités qui ont eu lieu en début de saison avec Nike, la marque à la virgule. Hein. On pense à des publicités au moment de Noël où Jalen Brunson était également un des joueurs tête d'affiche des affiches de Noël. Donc voilà, il est présent dans les médias officiels. Est-ce que c'est suffisant pour faire un joueur plus star, puisqu'on est dans un concours de stars de popularité? Bah, visiblement non, aujourd'hui il a un déficit vis-à-vis d'autres joueurs qui sont plus exposés. Est-ce qu'il y a aussi un début de saison peut-être de Jalen Brunson qui est moins bon que ce qu'on aurait pu espérer? Ou est-ce qu'il souffre aussi de la présence de Karl Anthony Towns J'avais fait ses stats. J'avais regardé ses stats de l'année dernière à aujourd'hui. On est quasi... En comparant les mêmes périodes, quoi. Ouais, sur les 38 premiers matchs, j'avais pris les 38 premiers matchs. On est sur des niveaux de points et des niveaux d'efficacité similaires. Ça a pas... Ça, entre l'année dernière et cette année, voilà, l'année dernière, les 38 premiers matchs, Jalen Brunson est à 25,8 points, 6,4 passes, 3,8 rebonds et 2,3 pertes de balles. Pour 46% au tir de réussite, 42% à 3 points et 83% au lancer franc. Et cette année, donc pareil, hein, et on est sur la même base de minutes, c'est-à-dire 35 entre l'année dernière et cette année, il joue 35 minutes, la même chose. L'année dernière, cette année, après 38 matchs, il est à 25 points, donc pareil. 7,6 assists, un tout petit peu plus. 3,8, 3 rebonds, donc un tout petit peu moins, mais c'est carré, ça reste pas. 2,3 pertes de balles, exactement la même chose. 47% au tir, pareil. 38% à 3. Là, alors par rapport au 42, voilà, il y a une petite différence. Et on l'a sorti dans les derniers matchs. Et 82% au lancer franc. Donc on est sensiblement sur le même Jalen Brunson, qui l'année dernière était plutôt en avance par rapport à Julius Randle vis-à-vis de sa sélection All-Star. Là, bah, est-ce qu'il souffre pas de la présence de Karl Anthony Towns vis-à-vis de ces votes que font les fans? Est-ce que les fans se disent, bon, les Knicks, ok, 3e de la conférence Est, ils méritent au moins un All-Star, je vais partir sur 4 plutôt que de partir sur Brunson? C'est peut-être la réflexion qu'ont les gens lorsqu'ils émettent un vote vis-à-vis du All-Star. Bon, voilà, eh bien, écoute, on verra si Jalen Brunson est All-Star cette saison. All-Star titulaire, c'est pas gagné, hein, clairement pas. Clairement, les coachs et les médias vont équilibrer ça. Mais même sa place au All-Star, elle n'est pas forcément garantie. Parce qu'il y a quand même de la concurrence sur les postes de guard à l'Est. Est-ce que la Melo Ball va y être? Il est bien parti de par les votes, mais est-ce que les coachs vont au contraire complètement le sanctionner, on va dire, le remettre dans le rang et le faire sortir du roster de All-Star? Donovan Mitchell, on peut s'attendre à ce qu'il y soit. Garland, ça serait dommage de ne mettre qu'un seul All-Star dans le backcourt des Cavs. Le problème, c'est que tu as aussi Allen et Mobley. Donc, est-ce que les Cavs en envoient 4? Alors, il faut une début de saison extraordinaire. Mais est-ce qu'ils font une Hawks? C'est-à-dire qu'ils en envoient 4? Ou Pistons en 2003 ou 4, je sais plus, où ils avaient envoyé également 4 All-Stars. À voir, mais du coup, ça va truster pas mal de place dans cette conférence. Et pour l'instant, dans les votes des publics, ils sont pas dedans, hein, les big men. Ouais, on pense aussi à Damian... Ouais, t'as parlé de Damian Lillard. Trae Young, All-Star, pas All-Star. Il porte ses Hawks cette saison. Il va y avoir de la concurrence. Mais à un moment donné, il y a quand même aussi une hiérarchie à faire.
Et dans la hiérarchie des meneurs, il faut prendre en compte le bilan. C'est ce que j'allais dire. Là où les fans ne le prennent pas en considération, et on le voit par le vote massif pour la Melo Ball, les coachs devraient le prendre en considération, sinon là c'est un petit peu incompréhensible. Et je vais te dire, je pense que Kate Cunningham, même au point de vue des joueurs NBA, je pense qu'il a une meilleure cote que Trae Young. À voir, effectivement, à voir. Après, Trae Young fait une très belle saison. Non, mais Kate Cunningham, c'est difficile de dire ça, hein, mais sur le devant de la scène. Les Pistons et lui, ils font une très belle saison. Tu vois, alors que Trae Young a connu quand même un passage assez compliqué en début de saison, là ça va un peu mieux. C'est comme Haliburton qui a quand même disparu. D'ailleurs, je me demande si revient un peu. C'était pas un peu blessé là, parce qu'il a joué que 18 minutes dans la victoire d'Indiana sur les Cavs. J'ai pas pu voir le match, mais vu que j'ai vu qu'il avait joué que 18 minutes, je me suis dit bon, il s'est peut-être blessé. Donc voilà, mais tout ça pour dire qu'il y a quand même de la concurrence sur les joueurs du backcourt. L'anomalie, elle est un peu sur la Melo Ball. Beaucoup de votes. Que vont faire les coachs, que vont faire les médias? Philadelphie. Complètement désavoué. Philadelphie avec Tyrese Maxey également. Voilà, on peut se poser des questions. Alors, il y a des équipes qui sont en retard en ce début de saison, dont les Hornets. Les Hornets ne gagnent pas, donc pourquoi envoyer un All-Star? On aurait plus vu un Kate Cunningham, pas forcément meneur titulaire au All-Star, mais avoir cette étoile, elle est plus méritée à notre sens, quoi. Jaylen Brown, il est compté dans les guards. Parce que tu as tout le nom. Je sais plus comment il est comptabilisé. Là, sur le décompte, comment on le retrouve? Est-ce qu'il est sur les guards? Parce qu'effectivement, Boston, on en parle peu parce que ça paraît acquis que, voilà, ils vont être tout simplement... 2 ou 3. Hein. Mais non, Jaylen Brown, il est comptabilisé comme, si je dis pas de bêtises, voilà, ça comme un front de courte. Donc là aussi, ça va venir concurrencer les Cleveland Cavaliers. Donc voilà, il va y avoir des choix à faire, mais compliqué en tout cas. Garland n'était que 9ème au niveau du vote mais il remontera avec les coachs et les joueurs. Il va remonter. Est-ce qu'il va remonter suffisamment pour faire partie des 12 sélectionnés? À voir. En tout cas, on va suivre ça avec impatience. Miami Butler, pour voir un petit peu. Est-ce que Butler joue toujours à Miami? Et c'était plutôt Tyler Hero qui était... Bon, bref. Non, il y a encore sur Tyler Hero, c'est sur les guards. En tout cas, vous voyez, ça fait toujours débat et toujours poser tout un tas de questions, ces votes pour le All-Star. On regardera pas l'événement, mais en tout cas, pendant des semaines avant, on en parle et on en parlera encore après. Si Jalen Brunson n'est pas All-Star réserviste, est-ce que c'est un scandale pour vous? Exprimez-vous en commentaire et puis surtout, exprimez-vous par les votes. N'oubliez pas, vous pouvez voter tous les jours de la semaine. Josh Hart doit être All-Star. Josh Hart All-Star, et Karl Anthony Towns, il aurait bien vu, non pas 1, non pas 2, non pas 3, non pas 4, mais 5 All-Star. Calmons-nous. Bon. Surtout quand on voit la prestation de certains ailiers ces derniers temps, ça va être compliqué d'en envoyer 5. Hein, ça va être compliqué d'en envoyer 5. Mais bon, on verra combien Cleveland en envoie, on verra combien... Comme le nombre de tours de draft sur un trade. Pardon. Peut-être. Bon, on rigole, on va passer sur un sujet qui est moins rigolo. Un sujet qui fait débat aussi. Le All-Star, vous le savez, ça fait débat. La défaite contre OKC, on va y venir parce qu'on va parler des matchs dans quelques instants. Mais il y a un sujet qui fait débat depuis longtemps, depuis le début de la saison, mais même déjà avant, et même avant New York. Eh bien, on parle de ce cher Tom Thibodeau. Tom Thibodeau, le coach Genix, installé depuis quelques saisons déjà, depuis l'arrivée de Léon Rose, qui avait succédé, il faut le rappeler, à David Fisdale et Mike Miller, l'intérimaire. Et Tom Thibodeau, il a passé le cap des 200 victoires avec les Knicks. Et oui, c'est suffisamment significatif pour le noter. Ça fait de lui un des top coachs all-time des Knicks en termes de bilan de saison régulière. Bien sûr, le bilan en playoff, c'est une autre histoire, et c'est pas forcément non plus honteux quand on parle de Tom Thibodeau sur ses quelques saisons avec New York, mais il n'y a pas encore d'accomplissement suffisamment lointain, et on parle pas encore de bague de champion non plus à New York. On verra à quel moment il faudra sérieusement en parler. Certains aimeraient le voir, aimeraient voir cette histoire de bannière de bague de champion. On va peut-être revoir un petit peu notre ambition sur cette saison 2024-25. Mais en tout cas, Tom Thibodeau, 200 victoires en saison régulière, c'est important. C'est un coach qui a une méthode. Elle plaît pas. Elle est en tout cas critiquée et assez régulièrement. Elle lui apporte quelques victoires en saison régulière. Est-ce que Tom Thibodeau, c'est que un coach de saison régulière? On en connaît certains autres,
un certain Mike D'Antoni qui est passé à New York, entre autres. Il y aurait sûrement d'autres coachs de saison régulière qu'on pourrait citer. Don Nelson, peut-être, qui est un des meilleurs coachs all-time, sans avoir de bague. Ça arrive, comme quoi. Mais voilà, Tom Thibodeau, coach de saison régulière, mais pas coach de playoff, coach qui ne ménage pas assez ses montures, ses équipes, ses roosters, et qui, une fois arrivé en playoff, malheureusement, tombe sur des murs, tombe sur des problèmes physiques et des épuisements. Bref, tout un tas de questions qui se posent. La police des minutes sort souvent pour voir en fin de match comment les rotations se sont passées, qui a eu telle ou telle minute de temps de jeu, qui a joué, qui n'a pas joué. Bon, un débat interminable, plusieurs angles de lecture à voir lorsqu'on parle de Tom Thibodeau. Toi, Seb, qu'est-ce que tu en penses de ce débat un petit peu sans fin sur Tom Thibodeau? Il y a bien sûr des critiques qui sont légitimes, il y a parfois aussi peut-être des critiques qui le sont un petit peu moins. Karl Anthony Towns est sorti un petit peu là dans les médias en disant que de toute façon, peu importe où il est, Tom Thibodeau il est critiqué, mais en attendant, il est toujours en NBA, là où d'autres coachs, peut-être moins critiqués, ont eu un strapontin qui leur a fait perdre leur poste. Mike Brown, c'est le premier coach de la saison qui a dû rendre son insigne. Voilà, Tom Thibodeau, qu'est-ce qu'il faut en penser? Est-ce qu'il faut le laisser travailler? Est-ce qu'il doit s'améliorer? Je pense qu'il peut s'améliorer, oui, mais... Parce qu'à son âge, il va s'améliorer. Est-ce que les résultats qui prêchent un peu pour lui ne le forcent pas non plus à révolutionner? Est-ce qu'il n'y a pas eu des changements aussi sur cette saison? Voilà, qu'est-ce qu'on pense? Est-ce qu'il y a le contexte? Le contexte, ça compte toujours. Qu'est-ce qu'on pense de Tom Thibodeau, là, en ce début d'année 2025, vis-à-vis de cet effectif? Vis-à-vis, est-ce que c'est l'homme de la situation? Si tu dois rebâtir une franchise, si tu dois partir sur un chouette coach, déjà tu pars peut-être pas sur LaMelo Ball en tant que franchise player, mais est-ce qu'on partirait sur un Tom Thibodeau en 2025 pour faire gagner une équipe? Personnellement, non. J'apprécie beaucoup Tom Thibodeau, c'était l'homme qu'il fallait pour remettre les Knicks là où il fallait. Un peu comme finalement fait JB Bickerstaff, toute proportion gardée. Comme il l'a fait avec Cleveland pour les relancer, comme il est en train de faire avec les Pistons. Je pense que c'est des coachs qui sont sur les bases de projet. C'est-à-dire que c'est eux qui vont te remettre tout à plat et qui vont t'assainir tout et qui vont avoir et qui vont mettre la fusée sur la rampe de lancement. Mais à un moment donné aussi, il faut vivre avec son époque. Tu vois, on en parlait tout à l'heure. On n'est plus dans la même époque que dans les années 2010. Et je trouve pas ça normal que on se retrouve avec des joueurs qui font partie, 3 joueurs sur les 5 font partie des plus gros temps de jeu de la NBA, c'est-à-dire 3 starters sur nos 5 font partie du top 5 des plus gros temps de jeu de la NBA. Alors, ces trois starters, on peut les citer. Hein. C'est Mikal Bridges, qui a le plus gros temps de jeu aujourd'hui de la ligue. Josh Hart, qui arrive en 2 ou 3, je sais plus. Et OG Anunoby. Avec 36 minutes. Là où Karl Anthony Towns et Jalen Brunson JB sont plutôt un peu plus loin dans le classement, mais avec une 35-36 minutes par soir, en moyenne. Ils sont un peu plus ménagés. Moi, j'estime que... je vois pas, en fait... les rotations pour certains postes comme qu'est-ce que le type qui va rentrer va apporter, mais je vois plutôt en fait la rotation sur pendant qu'il est là, le remplaçant, il permet aux joueurs de pouvoir se reposer et recharger les batteries, surtout lorsqu'on va arriver dans une fin de match compliquée. Lorsqu'on est sur un blowout, la question elle se pose pas. Rapidement, les équipes prennent de l'avance. Tu te retrouves avec plus de 30 points ou plus de 25 points dans le troisième quart. Tu sais que le match est quand même relativement plié. Sauf cas exceptionnel, mais sinon quand même tu sais que le match est relativement plié. Et donc dans ces cas-là, tu ouvres ton banc au quatrième quart-temps. Mais quand tu te retrouves dans un match à la OKC Game 1, où en fait c'est un match à couteau tiré, et tu t'aperçois finalement que ton équipe physiquement elle s'écroule dans le dernier quart-temps. Parce qu'en fait, forcément, les mecs... Manque de jus, manque de lucidité, manque de lucidité, manque de fraîcheur, manque
de ce petit plus qui va te permettre d'aller chercher ce match. Et ce petit plus, on l'a pas eu, notamment dans les 3-4 dernières minutes. C'était encore accroché, on était encore devant. Mais on parle pas du match de cette semaine face à OKC, on parle de game 1, celui de la semaine d'avant. Je dis OKC game 1. Et pour moi, si tu veux, c'est là en fait où tu t'aperçois que la fraîcheur est hyper importante. Et alors je dis pas qu'on a un banc exceptionnel, loin de là. Ouais. Loin de là, on n'a pas... Alors oui, certains vont dire, regardez notre banc, au retour de Mitchell Robinson, bon pour l'instant il n'est pas là, mais au retour de Mitchell Robinson, ça te ferait Mitch en 5, Precious en 4, Shamet en 3. En 2-3, ouais. Miles Bridges en 2 et Campaign en 1. C'est vrai que vu comme ça... C'est Miles McBride, t'as dit Miles Bridges. Ah, Miles Bridges, il est à Charlotte. Ouais, c'est le pote de la Melo Ball. On parlait de Miles McBride et on parle de Campaign, donc ce qui fait 5 joueurs d'expérience. Le banc vu comme ça est pas théoriquement est pas horrible, c'est clair. Mais encore faut-il arriver à l'utiliser, notamment à bon escient. Et arriver à faire reposer tes mecs. Et je pense que c'est pas normal. Au début de saison, on disait ouais mais il y a des gros temps de jeu parce que c'est une nouvelle équipe, il faut qu'ils créent des automatismes. Il y a un peu de ça. Voilà, on avait dit on se retrouve à mi-saison. Bon, on arrive à la mi-saison. On y est à la mi-saison. Et à la mi-saison, ben, finalement, les choses n'ont pas évolué d'un iota. C'est-à-dire que tu as encore Michael Bridges qui se retrouve à faire des 40-42 minutes, même si sa moyenne est à 39, 38,9, je l'arrondis 39. C'est quand même énorme. Je pense que alors que Jalen Brunson a sa rotation avec Campaign, que Karl Anthony Towns a sa rotation avec Sims, Precious. Alors ça, Sims, c'est Portis. Enfin, en tout cas, il y a quelqu'un qui dépanne. Soit il est titulaire, soit il est rien. Bon. Mais après, derrière, dans ce côté ailier arrière, alors ouais, si, il y a Juice qui est là. Mais on sent que ton petit Bodo est emmerdé. Parce qu'en fait, les mecs qu'il a sous la main, ça lui va pas. Ça lui plaît pas. On l'a bien vu hier sur le match, Shamet il joue très peu. Il a joué le garbage alors que le match d'avant. Alors ça c'est aussi peut-être un changement de tendance parce qu'on l'avait vu sur 8-10 matchs jusqu'à présent et Shamet avait son temps de jeu, avait ses rentrées. Il était pas mauvais. Pas mauvais. Non, il a été plutôt bon sur un des matchs cette semaine, mais en tout cas, il avait un temps de jeu un peu plus tôt, il sortait du banc plus tôt. Là, hier, il est sorti au moment du garbage time. Donc, il y a eu un petit changement sur le match d'hier. Est-ce que c'est un annonciateur d'autres changements? On n'en sait rien, on va voir ça et puis on va en parler. Mais Shamet, il a été blessé, on le sait. Les Knicks ont attendu son retour, donc peut-être qu'il serrait les dents jusqu'à un retour pour avoir ce fameux gars qui peut faire souffler les autres. Et puis là, sur le match d'hier, étrangement, alors que c'est dans un blowout, donc il y avait normalement la place pour le faire rentrer, surtout que Michael n'était pas non plus sur un super soir. Hein. Shamet, non quoi. Shamet, il joue pas un peu hier. On parle de Michael et qui traverse un peu une période difficile, mais Michael Bridges joue 5 minutes de plus que sa tendance de moyenne. Jusqu'à présent en saison. Il joue 5 minutes de plus. C'est quasiment par rapport à d'un carton, tu vois. Ses moyennes en carrière, il a un temps de jeu qui est supérieur de 5 minutes par rapport à ce qu'il faisait à Brooklyn, à Phoenix et autres, dans un registre différent, mais bon voilà, il joue plus que... En sachant que c'est un mec... Sachant qu'il s'arrête jamais, il joue tous les matchs. Il s'arrête jamais, il joue tous les matchs, il se cache pas défensivement. Même on peut dire oui ou non en ce moment, il est bon défensivement, mais bon, il est sur le terrain, il court. Je veux dire, il court, il marche pas, il court. Donc, c'est... Moi, j'estime que les joueurs NBA, ce sont des formidables machines, des athlètes incroyables. Actuellement, on est à 40 matchs NBA joués. Presque à la moitié de saison. Ce soir, ça sera la moitié. Pour moi, on ne peut pas dire que l'équipe est cramée, parce que il y a eu le début de saison a commencé fin octobre. Il y a eu même pas 4 mois de compète. Ils ont joué 40 matchs. On peut pas dire que l'équipe est cramée, mais... Il y a eu quelques back-to-back, on a senti qu'effectivement, ça répondait moins. Il y a eu des coups de mou. Il y a eu des réels coups de mou, il y a eu des coups de boost. Il faudrait pas que la situation... Mais on le sait très bien que la situation va perdurer. On parle parce que ça fait un sujet, mais de toute façon, on sait très bien que la situation va rester telle qu'elle. Et on pourra se donner rendez-vous à la fin de la saison régulière et faire un bilan des minutes.
Et elles seront... À quelques zéros, quelques minutes près, ça sera... Elles seront la même chose. Et malheureusement, Tom Thibodeau, on a beau essayer de le défendre en disant sur les réseaux, compagnie, mais des fois, disons qu'il met pas non plus du sien pour... Il est pas mal attaqué. Je pense qu'il y a plus de détracteurs que d'avocats de Tom Thibodeau aujourd'hui. Quand tu vois que le dernier joueur à avoir joué autant de minutes, c'est Luol Deng des Chicago Bulls. Comme par hasard. Sous Tom Thibodeau. Bon, donc si tu veux, voilà. Après, moi, je pense pas que Tom Thibodeau, il y a une histoire de... Il aime pas les jeunes. Mais parce que aimer, que ça veut dire, je pense que c'est un peu... Ça veut tout dire et rien dire. Oui. Mais je pense que il lui faut une certaine garantie. Que ne lui amène pas actuellement ce banc. Et ben donc, en fait, il joue avec les mecs qui pensent qu'ils doivent jouer. Je pense qu'il a une vision assez simple des choses. C'est qu'il veut gagner les matchs. Déjà, c'est plutôt bien pour un coach. Et il veut mettre à l'instant T les meilleurs joueurs sur le parquet pour gagner les matchs. Il a des joueurs qui ont un gros cardio, qui ont une grosse endurance. On pense à Josh Hart, on pense à Mikal Bridges. C'est pas forcément le cas de tous les joueurs en NBA, donc effectivement il s'appuie sur eux, et si ces joueurs sont performants en restant sur le terrain, il n'a pas forcément entre guillemets besoin, urgence de dire je vais les sortir, alors qu'en fait il m'apporte sur le terrain pour mettre un joueur qui est sur le banc et qui est peut-être pas forcément aussi valuable à un instant T. Après, il y a match et match. Les matchs où il y a une avance au score, ça peut permettre de faire des rotations plus vite, plus faciles, moins s'exposer à un retour de l'adversaire. On a des matchs qui sont souvent très disputés dans la conférence, contre les équipes de la conférence Est comme contre les équipes de la conférence Ouest. C'est pas forcément une histoire d'adversité. On a vu perdre des matchs face du Magic, face à des Bulls, des choses comme ça. Donc finalement, il n'y a pas un soir tranquille en NBA, c'est assez rare. Mais soir tranquille en NBA où les rotations peuvent se faire en se disant je ménage mon joueur. Mais parce que justement, il faut... Regarde. Les Knicks, d'accord, actuellement, ils ont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 joueurs avec plus de 10 minutes de moyenne. D'accord? Oui, possible. Ouais. 10 joueurs avec plus de 10 minutes et le 5 de départ à 35, 36, 37, 38. Ce qui fait une rotation à 10, voilà. Ce qui n'est pas déconnant sur un effectif de 12 et quelques alignés par soir. 12-13. Ouais, ça... Après, faut voir aussi les absences. Il y a eu quelques absences, que ce soit Precious en début de saison, que ce soit Miles McBride qui a fait quelques allers-retours. Il est de retour, tant mieux. Tu regardes l'équipe des Cavaliers, ils ont un joueur à plus de 10 minutes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ils en ont 11. D'accord? Mais au niveau de la répartition des minutes, ils en ont... C'est plus équilibré. Ils en ont 3 qui ont 30 minutes au plus. C'est-à-dire Garland, Mobley. Garland, il est à 30. Mobley est à 30,2, donc 30. Et Donovan Mitchell est à 31. Après, le reste, c'est 23, 22, 22, 21, 20, 19, 17. C'est du gros temps de jeu. Nous, nos temps de jeu, si tu veux, après avoir passé McBride à 25 et Precious à 19, t'as Campaign à 15 et après 11 et 11. Steams et Shamet. Et quand tu regardes le OKC, alors là, OKC c'est incroyable. OKC, joueur à plus de 10 minutes, ils en ont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 joueurs à plus de 10 minutes de moyenne. Et avec... Après, dans l'autre, t'as du Caruso, je pense. Dans l'eau. Du Shettlgram, qui depuis sont blessés, donc du coup, ils ont été remplacés. Il n'y a pas 13 joueurs à jouer autant par soir. Bien sûr. En tout cas, en utilisation du roster sur cette moitié de saison, le roster il y a une utilisation plus profonde, on est d'accord. A été utilisé. Nous, notre problème, c'est que je pense que... après, moi, ça me fait rire, c'est quand tu vois Tom Thibodeau qui te fait une décla après le match de cette nuit, tu vois, où il te dit... Oui, j'aime bien Tyler Colleck, c'est un rat de gymnase. Ouais, les minutes de Hugh Porty sont intéressantes. Il te dit Ariel a été formidable, un avenir très brillant. Tyler est un rat des gyms, il a une bonne sensation et ça va de mieux en mieux. Pas comme il a 18 ans, il est en train de faire son expérience en G-League. Et Jacob Toppin fait du bon travail, de bon entraînement au quotidien, il a beaucoup d'énergie.
Et ça, c'est du temps corporatisme. À chaque temps mort, j'encourage les gars, j'ai besoin de tout le monde. Enfin, t'as besoin de tout le monde, mais c'est pas pour autant que tu leur donnes des minutes. Après, il va pas dire Topin c'est une buse, Sims non, mais plus, Kolek. Non, mais t'es pas. Il va pas non plus faire un discours où il va descendre ses joueurs du banc. Non, mais t'es pas obligé de faire ton politicien de base. Non, mais c'est ce qu'on lui demande vis-à-vis des médias. Ils jouent pas, les mecs. Ils jouent pas, les mecs. Même hier. Parce qu'il répond à une question des journalistes. Lors des garbage, Kolek joue 2 minutes 30. Lui, il joue 2 minutes 30. Il rentre à 2 minutes 30 de la fin d'un garbage. C'est pas significatif. Tu peux pas juger un joueur sur du garbage time. Ah, il est formidable. Ah là, c'est vraiment un rat des gyms, il est formidable. Vraiment, il a des sensations de mieux en mieux. Vraiment, ces 2 minutes 30, il les mérite. Non, il le dit pas par rapport à ce match-là, il le dit par rapport au match de G-League, il le dit par rapport aux entraînements qu'il a pu faire, même si en saison régulière, on sait qu'il y a de moins en moins d'entraînements puisque les matchs se succèdent. Mais voilà, il va pas torpiller ses joueurs. Moi, mais ceci dit, il répond à une question, des médias qui lui demandent « Pensez quoi de vos rookies, de vos joueurs que vous faites peu jouer ?» Bah, c'est des bons joueurs, mais en gros, c'est pas pour tout de suite. Et il faut voir aussi la façon dont le banc est construit. On le dit, le banc, il est peut-être pas ridicule, mais il est peut-être pas non plus super talentueux. Tom Thibodeau, on le sait, il aime les joueurs qui sont en capacité d'apporter des deux côtés du terrain. Ça ne veut pas dire que tous ces joueurs, ces rookies qui ont été draftés, il y en a quand même 4. Hein. McCullard, on ne l'a pas vu sur cette saison parce qu'il est blessé depuis le début de la saison. Depuis le début de la draft, on ne sait pas ce qu'il a en magasin qui a tellement plu au staff d'Enix. Mais en tout cas, bah, tant mieux qu'il soit blessé parce que d'une certaine façon, ça évite de se poser la question de pourquoi il joue si peu. Il est blessé, il joue pas. Mais autrement, les autres, est-ce que c'est des rookies élites qui permettraient d'apporter quelque chose pour faire gagner les matchs ou pour faire souffler les joueurs? Est-ce qu'on a besoin, entre guillemets, de figurants pour reposer les joueurs? Je sais pas. En tout cas, Tom Thibodeau, c'est pas une histoire de lui dire il fait pas confiance aux jeunes ou pas aux jeunes. Le passé, et le passé récent, notamment Onyx, montre qu'il a pu donner sa chance à certains jeunes. Est-ce que c'est des concours de circonstances? Est-ce que c'est des opportunités? Est-ce que c'est des joueurs qui étaient talentueux? On pense à IQ, on pense à Grimes, on pense à McBride maintenant. Il lui a fallu du temps à Miles McBride pour faire sa place. Officiellement, ça serait notre 6e homme. Ça serait le joueur du banc sur lequel on attend le plus de production offensive et un peu défensive. Malheureusement, il y a eu des absences aussi de sa part parce qu'il y a eu quelques blessures en début de saison, sur cette première moitié de saison. Donc ça a un petit peu déséquilibré les rotations parce qu'il comptait sur lui et pas sur d'autres joueurs. Mais moi, c'est ce que je disais pas plus tard que mardi dernier sur le Space. Il faut voir aussi les profils de ces joueurs en termes de postes. Alors les postes en NBA et notamment en 2025, ça compte peut-être un peu moins. Des joueurs vont être classés pour poste 2, poste 3, voire poste 4. Mais voilà, sur ce banc, on a des backups en termes de meneurs. Ça, là-dessus, il n'y a pas de souci. Jalen Bronson, il a ses backups. Il s'appelle Campaign et éventuellement Tyler Kolek, s'il faut aller chercher un peu plus loin dans la hiérarchie. Au niveau des postes d'intérieur, on a ce qu'il faut aussi avec Precious, Jericho Sims, Ariel. Donc à voir aussi, parce que ça, depuis 2 matchs, Jericho Sims ne joue plus et Ariel Luc-Porty a quelques minutes. Donc est-ce qu'il y a à l'approche de la deadline une sorte de petite opération qui se prépare en coulisses pour pourquoi pas un petit peu rééquilibrer ce rooster? Mais sur les postes déliés, là où on a finalement les plus gros temps de jeu sur Mikal, sur Oji et sur Josh, bah ça va chercher du Shamet, ça utilise pas Dadier. Dadier, même dans le garbage time, en ce moment, il joue plus. Il est affecté plus à la G-League. Ouais, ça, il est pas sur le banc puisqu'il est affecté. Il joue en G-League et limite, est-ce qu'il vaut mieux pas un peu de compétition en G-League? Ça reste de la G-League, faut toujours relativiser les performances. Il y a tout un tas de joueurs qui cartonnent en G-League. Qui arrivaient en NBA ont plus le même rendement. Mais en tout cas, est-ce qu'il vaut mieux pas plutôt avoir de la compétition, d'avoir du rythme de jeu sur des minutes significatives, plutôt que 5-6 minutes de garbage et puis juste je dépanne entre 2 cartons? Pour Dadier, il faut se laisser du temps. C'est un joueur qui est relativement jeune, 18-19 ans. On verra de quoi l'avenir est fait pour lui. C'est pas les quelques minutes qu'on a pu voir en pré-saison, qui étaient mauvaises ou pas, ou archi bonnes, qui font dire, voilà, il est prêt pour la NBA, il faut lui laisser le temps. Mais voilà, il y a peut-être un déséquilibre aussi vis-à-vis de ces joueurs de banc. Moi, je pense qu'on manque d'un ailier, un poste 3, voire 4. Precious, il est plus 4-5, et il a son temps de jeu, donc de toute façon, on va pas lui en donner encore plus. Mais vis-à-vis des rotations et des minutes de Josh et de Mikal, bah, c'est là où ça pêche, parce que Shamet, on l'a essayé là sur 10 matchs, à voir ce que ça donne. Mais ça n'a pas eu tout le temps le rendement exceptionnel.
il nous faudrait un deuxième ailier pour pouvoir vraiment soulager et apporter pendant ce temps de jeu sur le banc. Parce que Mikal, il a ses trous d'air. Il a ses trous d'air offensifs. Et même s'il se la donne défensivement, bah, on a besoin aussi de cet apport en seconde unit en termes de scoring. Et McBride me semble un peu irrégulier sur cet apport en scoring malgré un bon début de saison. Donc à voir ce que fera ou pourra faire Léon d'ici la trade deadline. En tout cas, s'il y a un renforcement à faire, clairement, c'est sur un joueur de banc. À un moment, moi, j'en ai parlé régulièrement de TJ Warren qui cartonne en G-League. Faut relativiser les performances en G-League. On l'a vu aussi cette semaine, ils ont pris un bon blowout des familles en même temps que Enix prenait un blowout face à OKC. Ils ont pris un moins 50. 152 points pris en G-League, waouh, ça fait mal, ça pique. Et même si on a un TJ Warren qui va mettre des 30 points par soir, bon, voilà, ça permet de relativiser aussi les performances. Cartonner en G-League n'est pas gage d'assurance de pouvoir gratter des minutes. La G-League, c'est... En NBA, quoi. Le niveau de G-League, il est pas excellent. Mais du tout, hein. Il vaut mieux jouer en G-League que pas jouer. C'est au moins des joueurs qui se maintiennent dans un rythme de compétition et tout. Ouais. Et ça, vis-à-vis de Dadier, je préfère le voir évoluer un peu en G-League que de ne pas le faire évoluer du tout. Et je pense que le garbage time, est-ce qu'on apprend beaucoup plus dans le garbage? Pas certain. On l'a dit, hein, c'est pas les 2 minutes qu'on a vues de Tyler Collect qui nous font dire waouh, il a tel ou tel skills. Non, difficile de s'exprimer dans ce contexte. Après, c'est toujours pareil. Hein, si tu fais pas jouer les mecs, tu peux pas véritablement juger de leur niveau. Hein, donc, oui, d'accord, très bien, la G-League. Il vaut mieux jouer en G-League que pas jouer du tout. Ok, d'accord. Quand on a dit ça, est-ce qu'on a enfoncé une porte ouverte? C'est possible. Maintenant, moi, je pense que jouer 10 minutes sur un match, en répartissant ces 10 minutes pour pouvoir reposer tes titulaires, je dis pas de changer tout d'un coup. Je dis que si par exemple tu as un collègue ou un Dadier qui rentre, bah, tu aurais quand même sur le terrain un Hart, tu aurais encore quand même un Niobi, tu aurais quand même un 4. Donc tu vois, c'est pas ça qui va te pénaliser. Si tu fais rentrer, tu vois, tu t'es pas obligé de faire rentrer d'un coup, allez, on fait rentrer tout le banc. Le problème c'est que... Non, bien sûr. Le problème, c'est que... le garbage, on fait rentrer tout le banc et on fait sortir tous les titulaires. C'est pas ça dont on parle. Le début de second quart, c'est ça, en fait. Le début de second quart, t'as Payne et McBride qui commencent ensemble. Ouais. Payne pour sûr qui remplace Johnson parce qu'il a fait... Ouais. Sûr. McBride a tendance à rentrer un peu dans le mais premier... il fait à cheval sur les deux périodes. T'as Precious qui rentre avant, qui rentre, après il ressort pour que 4 finissent le quart, et après Precious revient. Donc en fait, souvent, le deuxième quart, tu commences déjà avec 3 mecs du banc. Souvent. Tu vois? Et donc, finalement, t'es 3 remplaçants. Ce qui est souvent le cas aussi sur les équipes adverses. Mais finalement, tu commences avec tes 3 remplaçants parce que tu n'utilises pas d'autres. Tu as une rotation à 8. Mais c'est plus la sortie de Mikal qui est tardive. Et puis Mikal aussi qui essaye des fois de faire le leader de la seconde unit quoi, en fait, offensivement, et ce qui se trouve pas être effectif sur les derniers matchs. T'aurais une rotation à 8, mais avec le banc qui joue 20 minutes, 20-25 minutes. Tu vois, tu dis bon, allez, pourquoi pas une rotation à 8, mais le banc joue 20 minutes. Mais sur ces rotations à 8, on parle de campaign, on parle de d'un pivot. Voilà, mais 20 minutes de campaign, non, mais... on est d'accord qu'on n'est pas prêt à ça. Mais non, mais je te dis pas ça, non, je te parle pas de là, je te dis juste que si tu décides de partir sur une rotation à 8, c'est serré, mais pourquoi pas. Par contre, il faut que tu files du temps de jeu à ton banc. Le problème, c'est que nous, actuellement, on a une rotation à 8 avec un 6e homme clairement établi qui est Juice McBride, qui joue 20-25 minutes. Et après, derrière, tu as des mecs qui jouent entre 15 et 17 minutes. C'est trop peu. Mais sur le poste de Karl Anthony Towns et de Payne, il nous manque cet ailier. On n'a pas un ailier qui permet de faire souffler significativement Josh et Mikal. T'en as un qui a pas monté. Je m'en fous qu'il soit français. Mais Dadier, pas comme Dadier, qui est ton premier tour de draft quand même. Hein. T'as drafté, hein. Tu as drafté. Ouais. Tu as décidé. Non mais. Tu as décidé de drafter. Ouais. D'accord. Donc, il y avait d'autres noms en plus. Et si mes souvenirs sont bons, il faudrait que je regarde. Il y avait du Dunn, je crois encore. Je crois que Ryan Dunn, pourtant,
draft 2017. Qui avait été dans les workouts avec les Knicks. Pourtant. Qui avait beaucoup circulé, qui se plaît plutôt bien à Phoenix, en tout cas qui a des responsabilités maintenant que 2024, Bradley Beal a été mis sur le banc. Hein. Donc tu as décidé de drafter, d'accord? En effet, tu draftes en 25, pas comme Daddy, il te restait encore Ryan Dunn. D'accord? Donc tu décides de drafter ce type-là. Tu décides de le faire venir, de le drafter. Tu as son passeport, tu connais son âge, tu vas scouter quoi. Tu as essayé de le stacher, c'est-à-dire de l'envoyer s'aguerrir en Europe. Le joueur n'a pas voulu. Ça aussi. Hein. Parce qu'il est premier tour, donc il a le choix de dire non, moi je veux mon contrat garanti maintenant. Donc lui, il a décidé maintenant. Je pense que c'est peut-être pas forcément une mauvaise chose parce que tu serais parti en Europe, loin des yeux, loin du cœur. On l'aurait pas revu comme Rokas Jokubaitis qui a jamais retraversé l'Atlantique. Même si Rokas c'est un second tour, lui ça restait quand même un premier tour, mais bon. Oui, mais un joueur qui a évolué dans des beaux clubs et qui pour autant a parfait le chemin inverse. Voilà. Maintenant, si ce type-là tu l'as drafté, ça veut dire que tu as un projet pour lui. Tu as drafté au premier tour. Il a un contrat garanti. Peut-être que tu voulais le stacher et ça s'est pas fait parce que lui a dit bah non, mais moi avec mon agent on est d'accord de prendre le contrat NBA tout de suite. Eh ben fais-le jouer alors. Eh ben fais-lui 10 minutes, ça, ce type-là. Ah mais ça c'est un choix du front office et que le coach... Ouais, mais le front office doit parler avec le coaching staff. Ce type-là, défensivement, il est pas si mauvais que ça, d'accord? Il a quand même... C'est vrai que tu le vois, il est quand même... Il a les outils en tout cas, physiquement, il a la mobilité. Et il ne fait pas jouer dans un milieu compétitif. La G-League, pardon du terme, c'est de la merde. Ouais, mais... Il y a d'autres joueurs qui sont passés par là, donc oui, oui, d'accord, mais bon, laissons le temps au temps, oui, bon. Après, je sais pas si tu te souviens... Quand il fait pas beau, il pleut, on peut sortir les poncifs. Moi, je pense que ce type-là, il pourrait jouer 10 minutes, et il pénaliserait pas l'équipe, tu vois. Je sais pas si tu te souviens, en preview de saison, moi j'en faisais, entre guillemets, mon ailier de backup. Bon, visiblement, c'est pas le cas. Quoi. Non, mais voilà. Alors après, on voyait pas Shamet venir et Shamet, est-ce qu'il apporte Shamet est trop sous-calibré. Il nous manque de la densité physique. Est-ce que les 10 minutes de Shamet, faudrait les remplacer par 10 minutes de Dadier quoi? Il nous manque de la densité physique. Attends, Shamet, c'est... Il s'est pris un pet à l'épaule et il revient comme il peut revenir. Après, il peut apporter du 3 points, il se lâche un peu. Mais voilà, c'est pas... C'est pas suffisant aujourd'hui pour en faire un joueur... indiscutable dans la rotation. Shamet, c'est 1m93. C'est lui ton ailier? Je parlais de la taille l'autre fois, on m'a dit ouais mais non c'est n'importe quoi vis-à-vis de Tyler. Non mais c'est moi, c'est par rapport à moi que tu dis ça. Quand je parlais de... Non, pas que toi. Quand je parlais de la paire... L'association McBride-Colec. Mais là, lui, d'accord, Shamet, il doit avoir la rotation 3. C'est ça, il est là pour ça, lui. Hein. Bah, en fait, techniquement, c'est plus un 2, vu la taille et vu le profil du joueur. Mais le 2, c'est McBride. Bah oui. Donc, non, mais voilà, c'est en ça où je dis il y a un déséquilibre du banc. 3. C'est-à-dire que rotation 3, c'est de se friter contre des mecs potentiellement au profil de OG Anunoby. Ouais, qui lui est glissé en 4, mais c'est un faux 4. Oublie Nix. OG, c'est un non, mais vis-à-vis des profils, oui, on est d'accord que c'est léger vis-à-vis de Shamet. C'est un mec qui fait 1m93, 86 kg, qui doit s'enfader des types, des ailiers au profil d'OG. Alors, tous ne sont pas en sortie de banc de ce profil, mais en tout cas, on est d'accord que c'est léger vis-à-vis de Shamet. Et c'est aussi pour ça que je m'interroge et je me questionne sur pourquoi TJ Warren, ils n'ont pas essayé de le rapatrier et cutter Matt Ryan, parce que sur un TJ Warren, on est surtout sur un ailier de 2 mètres 100 kg. Voilà, il a su montrer qu'il revenait au niveau. 2m03, donc c'est 10 cm de plus, en sachant qu'il a 18 ans, donc il va regrandir un petit peu, et 98 kg. Niveau densité physique, on est quand même un peu plus costaud. Moi je dis ça, je dis rien, mais juste qu'à un moment donné, tu as un type quand même un peu avec un profil. Il a 18 ans certes, mais il avait un profil physique intéressant. Je crois qu'il a passé 19 ans. Ouais, il a 19 ans. Un jeune que tu as drafté, que tu fais évoluer en G-League uniquement pour le moment. Mais ce type-là, je dis pas de lui filer 20 minutes ou 15 minutes. Je dis que ce type-là, tu peux lui filer 10 minutes par match pour permettre à tes titulaires de se reposer et Josh pour aborder les dernières 6-7 minutes en meilleure forme que ça. C'est tout. Moi, après le reste,
Ok, après... Qu'il soit français, chinois, belge ou peu importe. Moi, je dis juste qu'on a cette équipe-là, qu'on a drafté les solutions, il y en a quelques-unes en magasin. Qui a un corps intéressant, qui a du talent à développer, et qu'on va laisser pourrir en G-League dans un endroit... voilà, c'est... Bon, si on veut. Hein. Voilà. Affaire à suivre en tout cas pour voir quels ajustements seront faits. Est-ce que ça se passera à la deadline? Est-ce que ça se passera pas à la deadline? Et est-ce que Tom Thibodeau va utiliser un autre joueur sur la seconde moitié de la saison? On verra tout ça. En tout cas, on a ce débat et qui va durer, je pense, encore un moment. Affaire à suivre. On va quand même faire la rétrospective des matchs de la semaine dernière. Alors, il y a eu 4 matchs, tous à domicile. Est-ce que les Knicks ont profité de l'avantage du terrain pour emmagasiner des victoires? Et bien au final, vous l'avez vu, j'étais parti sur un pronostic tout seul. Hein, j'étais tout seul pour mon pronostic, j'étais sur un 3-1. Bon, j'étais pas loin, mais j'étais pas sur le 3-1. On était quand même sur une défaite face au Thunder, et ça, elle a bien eu lieu. Par contre, la semaine, elle commençait pas forcément de la meilleure des façons. Le Magic était déjà en mode décimé. L'infirmerie, elle est à rabord côté Magic. Et ils font jouer les joueurs qui peuvent jouer, qui sont en état. On n'avait pas Jalen Suggs. Par contre, on avait Cole Anthony, toujours content de revenir sur les terres de son papa, à savoir New York et le Madison Square Garden. On avait Goga Bitadze, on avait Silva, on avait qui d'autre? On avait Jonathan Isaac, qui fait, aussi, on avait Jet Howard, le fils de... Ouais, de Juwan Howard. C'est pas celui qui m'a plus tapé à l'œil pendant cette rencontre. Mais voilà, face à une équipe décimée et qui pouvait normalement tirer la langue, puisqu'ils étaient en back-to-back, le Magic. Et ben non, en fait, c'était plutôt l'inverse. C'était les Knicks qui étaient en difficulté sur ce match. Alors ce match, il faut le signaler, hein, c'était un match aussi sans Karl Anthony Towns. Ceci explique peut-être cela, je ne sais pas. Non, ça explique rien du tout. Bah, tu perds un joueur qui te rapporte un 20, ouais, et eux en face, 10, 15 à minimum, quoi. Eux en face, ils jouent sans Banchero, sans Wagner, sans Suggs. Non, mais dans ces cas-là, faut pas... Tu vois, nous, ok, d'accord, on n'a pas Towns. Eux en face, ils n'ont pas d'équipe. Bah, ils ont pas tout un tas de joueurs avec qui ils ont quand même pris des victoires entre temps. Il n'y a pas d'excuse à trouver sur cette défaite, c'est scandaleux, elle était honteuse cette défaite. Je cherche pas d'excuses, c'est juste qu'il faut rappeler qu'on a remplacé Karl Anthony Towns par Jericho Sims dans le 5. Un Jericho Sims qui nous fait 4 points, 10 rebonds en 30 minutes de jeu. Bon, voilà, on l'a ressorti du placard sur ce match-là, il jouait plus depuis quelques rencontres, plutôt préféré à Precious Achiuwa. Precious, lui, qui a 22 minutes en sortie de banc et un 10 points de rebond. Mais voilà, en tout cas, les Knicks en difficulté sur ce match, en difficulté notamment en seconde mi-temps, hein, parce que la première était relativement, on va dire, accrochée. Mais voilà, les Knicks qui étaient en panne d'adresse, encore une fois, extérieure. On a un Mikal Bridges à 1 sur 7 à 3 points. Oui, c'est ça, c'est à 3 points qu'il est à 1 sur 7. Jalen Brunson à 0 sur 1 à 3 points. OG à 0 sur 3. Et Josh Hart à 1 sur 3. Bon, Josh Hart, c'est pas non plus le secteur sur lequel on attend plus. À côté Josh Hart qui termine en double-double. Qui termine à 15 points, 14 rebonds. En 40 minutes. Donc lui a fait son boulot. Pas grand-chose à reprocher à Josh, encore une fois. Mais voilà, les Knicks qui déçoivent sur ce match, sur ce retour au Garden. Et qui s'inclinent sur une défaite qui fait tâche d'entrée de jeu sur le début de cette semaine. 94 à 103. Bon, voilà, forcément un match qui fait tâche, surtout que c'était le retour au Garden et après la défaite face aux Bulls, hein, c'est ça, on avait perdu face aux Bulls en back-to-back après avoir joué le Thunder. Donc voilà, celle-là, elle avait du mal à passer de par le fait que... consécutive, ouais. Le Magic, 3e défaite consécutive, on avait enchaîné 9 victoires et on démarrait 2025 avec 3 défaites. Les Knicks étaient à 3-0, enfin jusqu'à présent, avant d'affronter ce Magic-là. Bon, bah il n'y aura pas de sweep en régulière. Banchero, lui, est de retour, donc on ne le rencontrera plus avant, au mieux, les joutes du printemps. Mais voilà, un match... honteux pour toi sur cette défaite. Les Knicks ne devaient pas le perdre. Ils avaient un adversaire qui était normalement à leur portée. Finalement, on s'est aperçu que ils n'étaient pas si à la portée que ça, puisque les Knicks sont passés à côté. Il y a un joueur en particulier dans ceux qui ont joué qui t'a posé problème sur cette rencontre ou pas spécialement? Je dirais 18%. C'est le pourcentage à 3 points. Ouais. Et un joueur en particulier, oui.
même si on a un Mikal bon, qui marque 24 points, et qui va marquer ses points dans les mid-range. C'est OG qui transparent. 9 points, 35 minutes, 4 sur 11, 0 sur 3 à 3 points. On a perdu le OG fringant qu'on pouvait avoir en début de saison, qui nous faisait à un moment donné dire mais pourquoi pas All-Star? Non, là la question se pose plus du tout. Non. Il est rentré dans le rang, il est tombé lourdement sur son coude après un dunk là, face au Thunder. Il a continué son match, il rejoue, donc il n'est pas ménagé en termes de temps de jeu. Là sur ce match-là, il en fait 35 minutes. Mais on n'a pas un OG qui aurait normalement pu. Et c'est sans ça, où je disais, il y a l'absence de Karl Anthony Towns. Donc on sait qu'il y a des tickets shoot à prendre, qu'il y a des points qu'il va falloir compenser par rapport à un jeu qui est aussi utilisé offensivement autour de Karl Anthony Towns. Hein. Il y a des systèmes, il y a des phases de jeu où c'est Karl Anthony Towns qui prend un petit peu le lead au scoring. Et ben là, non, OG, il ne le compense pas. Hein. Donc on a quand même 24 points de Brunson, un peu en poussif. 24 points de Mikal, 15 de Josh Hart, c'est très bien. Josh Hart, de toute façon, tous les points qu'il nous apporte sont toujours un peu en bonus. Mais OG, un petit peu déceptif, parce qu'il n'y avait pas non plus une opposition 5 étoiles à mettre en face de lui. Jonathan Isaac, oui, c'est grand, c'est long, ça peut gêner. Mais Jonathan Isaac, ça sort du banc, c'est pas non plus le joueur majeur du dispositif actuel du Magic. Donc une défaite, en tout cas, qui a eu du mal à passer. Fallait rebondir. Encore une fois, fallait stopper cette série de défaites et pour ça, les Toronto Raptors étaient de déplacement à New York. C'était le retour de Quickley aussi. Alors, il avait joué la saison dernière, si je ne dis pas de bêtises, après le trade. Mais en ce début de saison, les premiers matchs où les Knicks avaient affronté les Raptors, il n'y avait pas de Quickley. Là, c'était son retour. Quickley installé dans le starting 5. Et aussi le retour de Karl Anthony Towns. Et là, tout de suite, ça va un petit peu mieux avec Karl Anthony Towns aussi dans cette rencontre. Surtout qu'on a un bon 4. Hein. On a 27 points, 13 rebonds, 3 sur 3 à 3 points. Il n'a pas abusé du 3 points, il a tout mis dedans. En 34 minutes, au final, ce match, c'est un blowout. Hein, on ne l'a pas dit, mais l'écart se fait en seconde mi-temps. Et Tom Thibodeau en profite pour ouvrir un petit peu son banc. Alors un petit peu, hein, vous le savez, ça va être du garbage time à la fin, pendant quelques minutes. Il y aura eu du Shamet aussi, qui a été plutôt bon sur ce match-là. C'est le match qu'on évoquait de Shamet en sortie de banc intéressant. 21 minutes et 8 points, avec des pourcentages à 2 points bons. Hein, à 3 points, il est à 0 sur 3. On l'a dit, OG nous a déçus. OG, il a choisi son match, peut-être. Est-ce que le fait de jouer contre ses anciens coéquipiers, mais sur ce match-là, il fait la paire avec Karl Anthony Towns avec 27 points. Des pourcentages qui sont bons pour le coup, 8 sur 13 et 4 sur 6 à 3 points. Pas beaucoup de rebonds, il n'y en a que 2. Hein, c'est ça en ça où OG Anunoby, c'est pas l'intérieur métier qu'on cherche. Un Josh Hart, encore une fois, formidable. 21 points, 11 rebonds. Qu'est-ce qu'on va dire à Josh Hart, si ce n'est qu'il joue un peu trop, mais bon, ça c'est une autre histoire. Brunson qui est plus discret dans cette rencontre, que 13 points. Et puis Mikal, c'est le pas bon Mikal. Et là, le pas bon Mikal, ça va être un petit peu une constante sur cette semaine, pardon. 10 points certes en 36 minutes, mais 2 sur 11 à 3 points quoi. Oui. Il a arrosé comme un jardinier dans son jardin, comme un jardinier au garden, mais il a salement arrosé, 2 sur 11 à 3 points. 4 sur 18 aussi. Alors il y a des ailiers, certes, qui peuvent peut-être le contrarier, mais non normalement le Mikal, il est au-dessus de ça. Hein. Il doit pas buter contre une défense des Raptors sur ce genre de Dans ce match, il y a eu plusieurs enseignements. Le premier, c'est que OG Anunoby est un joueur qui est terriblement inconstant. 9 points la veille, sur le match face au Magic et 27 face aux Raptors. C'est-à-dire que tu vas avoir, il va te faire un 0 sur 3 ou un 0 sur 5 à 3 points, puis après il va te faire un 4 sur 6 ou un 3 sur 7. Il va te sortir un match à 20 points, et puis après pendant 3-4 matchs, il va faire des matchs en dessous des 10. OG Anunoby est inconstant. Donc en fait, si tu as l'opportunité d'avoir un bon OG, déjà tu as ta capacité de victoire qui augmente sensiblement. Ouais. Si tu as un OG moyen, moins. Là, comme il va jouer beaucoup, il va falloir que les autres compensent. Là déjà, tu sais que voilà. Donc c'est ça le souci. On a un Mikal pas bon. On a malheureusement un banc qui aurait tendance là, à donner raison à Tom Thibodeau. C'est-à-dire que
En 2 minutes... on parle d'un blowout, mais le score ne laisse pas, parce que en 2 minutes deviner, quoi. Parce que en 2 minutes 20, 2 minutes 26, je regardais exactement le moment où les remplaçants rentrent. Donc à 2 minutes 26 de la fin, on encaisse un 12-0. En bonne partie signé par Chris Boucher, qui joue pas tellement côté Raptors. Je sais pas son utilisation, à voir ce qui se passe. Mais on encaisse un 12-0. Donc quelque part, on se dit s'ils avaient été rentrés à la 5e minute de la fin du match, qu'est-ce que ça aurait donné? Après, on l'a dit tout à l'heure sur le débat autour des minutes et des rotations, c'est du garbage time, donc on met tous les joueurs du banc, pas de rythme et tout, et ils se prennent un run, Eux pareil, hein. C'est comme nous, hein. Eux pareil, ils ont mis leur banc, et leur banc. Et c'est là où j'ai pas compris, c'est l'utilisation de Chris Boucher. Je suis pas la saison des Raptors, j'ai pas vocation à la suivre et j'aurais pas le temps pour ça. Mais j'ai pas compris pourquoi il était pas utilisé plus tôt dans le match. Est-ce qu'il est régulièrement DNP, benché ou quoi? Est-ce qu'il est en instance de départ? C'est un joueur qui a un profil atypique, hein. Il est relativement skinny, hein, mais assez mobile. Et il a montré qu'il avait encore du basket en lui. Et en peu de temps sur son garbage, il s'est rappelé un petit peu au bon souvenir de pas mal. Non, Chris Boucher, si je dis pas de bêtises, il est champion. Il fait partie de l'effectif champion des Raptors. Chris Boucher, après, il a dû être gêné par des blessures parce que c'est un joueur quand même qui a sa vingtaine de minutes de moyenne, quoi. Tu vois? Ouais, c'est curieux. En tout cas, j'ai été surpris de le voir sortir au moment du garbage aussi. Il n'avait pas joué les 2 matchs d'avant. Donc est-ce qu'il était de retour de blessé, il est revenu? Parce que le lendemain, il joue contre Cleveland, il joue 26 minutes. Ouais, mais forcément, le peu qu'il a montré quand il est passé contre 2-3 le match suivant, il joue 20 minutes. Ouais. Donc, en tout cas, voilà, oui, effectivement, les joueurs froids sortis du banc, ça n'a pas fonctionné comme il aurait fallu. Et ça nous a mis même un petit doute en disant, ouais, ils vont pas aller perdre le match. Non, il reste pas assez de temps pour que ton retour revienne. Mais effectivement... Et je me rappelais d'un match, je sais pas si tu t'en rappelles, en début de saison, où pareil, on était en blowout. Déjà eu 40. Il fait rentrer son banc prend l'eau. Et il remet les titulaires. Il a été obligé de renvoyer les titulaires pour éteindre le feu parce que c'était le bordel. Donc c'est vrai que quelque part, après, quand tu vois ce genre de cas de figure, tu te dis, qu'est-ce qui ça va l'inciter, tu vois, à vouloir mettre plus son banc. Mais après, c'est toujours pareil. C'est pas le coaching qu'on attend. On attend plutôt d'utiliser les remplaçants par parcimonie, par dose homéopathique pendant la rencontre et pas tout à la fin en mode YOLO, garbage time, quoi. Mais ça serait dommage de mettre son banc garbage time et de perdre la rencontre. Là, ça ferait vraiment mauvais genre. Mais voilà, donc Toronto, une victoire, heureusement. RJ Barrett a brillé un petit peu, Quickley aussi, Scottie Barnes aussi, mais bon, voilà. Pas suffisamment pour inquiéter les Knicks. Derrière, le gros match de la semaine, Friday Night Knicks, le retour du vendredi. La raclée, l'humiliation. Blowout. Blowout et face à... Le tabassage en règle. Un candidat au titre. La punition. Qu'est-ce qu'on pourrait dire encore de ce match? La fessée, la sanction. Les joueurs se sont fait huer. Il y a eu des bouts qui sont massacre au Garden. Alors, mais c'était horrible. Hein. Il a commencé bizarrement ce match parce que aucune des deux équipes ne scorait. On avait un score qui était. Alors je me suis dit pendant un moment, ça va faire parler la défense et chaque point va être dur à aller chercher. Et puis d'un coup, OKC a accéléré. Notamment avec son meneur de talent qui se tient en 3 lettres, SJA, MVP pour certains autres. Ah oui. À la fin du premier quart, il y a quoi? Il y a un 31-17. Les Knicks sont déjà... le break est déjà fait. Et le break a continué à se faire. C'est installé une vingtaine de points pendant toute la rencontre. Voilà, disons que tu navigues plus aux 25 points. Hein. 25-27 points de retard. 20 minimum, quoi. On est monté à plus 30 même de retard. Et là, de toute façon, tu sais que là, tu as compris par contre que le match était une raclée parce qu'il a fait jouer très rapidement ses remplaçants dans le 4e. Donc là, tu savais que le match était perdu, était paumé. Donc là, tu savais que c'était une raclée. C'était cuit. Quand t'en viens à ce que Tom Thibodeau, dès la 12e minute du 4e quart-temps, envoie tout le monde, c'est que c'est fini, quoi. Ah bah là, les temps de jeu, si on regarde, 32 minutes pour Mikal, 36 pour OG, 29 pour Kat, 33 pour Hart, 30 pour Josh Hart.
non, 33 pour Brunson et 30 pour Hart, bah là on est content. Là on se dit bah c'est bien ce temps de jeu. Oui, mais bon, faut voir aussi la sauce qu'on se prend. Ce qui fait que bah oui, on laisse du temps de jeu aux joueurs du banc. Qui sur le banc, bah Hugues Porty. Tiens donc, c'était pas Sims sur ce soir-là. Sims, c'est incroyable. Sims, il y a une gestion de Sims aussi quand même. C'est le mec, il est titulaire ou il est rien. Non mais c'est bon, il a été backup quand Préchou c'était pas là, mais oui, lui c'est tout ou rien, voilà. Bon, après je pense qu'il connaît son rôle maintenant depuis les quelques saisons qu'il passe avec les Knicks, mais il est là pour dépanner quoi. Il est là pour dépanner, tout simplement. Non, c'est Shamet 15 minutes et McBride 20. C'était le retour de McBride, on l'a pas signalé. Retour de McBride, il avait manqué quand même sur le premier match, le Game 1 à OKC. Je pense qu'avec ses qualités défensives, il aurait pu aider à défendre un petit peu mieux sur les extérieurs. Bon, sur ce match, c'était une reprise pour lui, 20 minutes. Ça s'est pas vu dans le résultat, clairement. Il n'y a pas eu d'opposition. OKC a roulé sur les Knicks sur 48 minutes. Quoi. Ça a mis un peu de temps à se lancer pour eux. Et puis après, une fois que c'était lancé... Il y a un des pires qui m'a été donné de voir de la période Thibodeau. Ce match, vraiment un des pires. Bah, en même temps, ce sentiment de l'équipe, ce sentiment d'impuissance de l'équipe, où en fait, tu avais l'impression que ils n'arrivaient même pas à faire un run. Ils n'arrivaient même pas à essayer de recoller. Ils n'arrivaient à rien. C'était du tabassage en règle. Tu sentais que Oklahoma était venu pour marquer ce match de son empreinte en disant regardez, on est la meilleure équipe, on a le MVP dans notre roster. Et on va surtout qu'ils venaient de perdre contre les Cavs dans une grosse affiche sur leur semaine. Le match était magnifique. Oui, il y avait une vraie opposition. De toute façon, numéro 1 de l'Est contre numéro 1 de l'Ouest. Forcément, c'était aussi une grosse semaine en termes de calendrier pour OKC. Ils avaient joué Boston. Ils l'ont perdu. Ils avaient joué Boston. Oui. Oui, ils ont joué Boston aussi. Ouais. Ils ont gagné contre Boston. Ils ont fait le point des Grands Ducs sur cette semaine-là. Et face aux Knicks, voilà, ils voulaient aussi marquer de leurs esprits cette rencontre. Hartenstein, c'est de son retour. Et puis, il y a eu un Isaiah Joe qui a rentré tout ce qu'il voulait à 3 points. Là où, de notre côté, Mikal Bridges, là, ça fait très mal. 0 points. 13% encore de réussite à 3. 13%. Ouais, alors, il y avait autant OKC qui rentrait tout et nous qui ne rentrerions rien. Le problème, c'est que la défense de Tom Thibodeau, c'est une protection du cercle et un contrôle du rebond. Ouais. Le souci, c'est que quand tu t'exposes à 3 points et quand les joueurs sont en adresse, tu t'exposes à 3 points. C'est ce qui s'est passé, quoi. Le problème, c'est qu'on s'expose à 3 points, mais aussi, c'est qu'on a eu une défense permissible. C'est-à-dire que d'un côté, on ne défendait pas la ligne, on s'est fait ouvrir. De notre côté, Shai est rentré dans notre peinture comme un couteau dans du beurre, quoi. Donc en fait, on a pris l'eau de toutes parts. C'était un bateau percé. Le bateau Knicks sur ce match, c'était un bateau percé. Ouais. Donc en fait, rien ne marchait, rien n'allait. Après, J.A., c'est un joueur de calibre MVP. Il est clairement dans la discussion. Il y était la saison dernière. Il continue sur sa belle lancée. Il est en pleine confiance aussi. Donc, quoi qu'il arrive, on sait qu'il va cartonner. Mais là, c'était une démonstration de sa part. Et puis, bien secondé par un Isaiah Joe qui fait quoi, 30 points, là, je crois, sur ce match. Ouais, il fait presque son record en carrière, 31 points. Lou Dort, qui est toujours un chien de garde défensif et qui met des 3, alors que d'habitude, il est plutôt en galère. Bref, il n'y avait rien pour les Knicks sur ce match-là. Moi, ce qui m'a fait vraiment très mal au cœur, au-delà de la prestation, c'est les 0 points de Mikal Bridges. 0 sur 9 au tir, 0 sur 7 à 3 points, quoi. Horrible. 32 minutes de temps de jeu, quoi. Alors, on peut parler des 5 tours de draft, mais là, un titulaire qui est à 0 points, alors que c'est censé être notre troisième option offensive. Et OG, pas mieux. 4 points, 0 sur 5. 3 rebonds. Aïe. Forcément, là, voilà, quand tu as 2 titulaires sur les 3 qui jouent un temps conséquent et qui répondent absolument pas présents, parce que OG, s'il compensait ailleurs, pourquoi pas, mais 3 rebonds, 2 passes, 2 fautes... OG, elle est plus là, quoi. Et là, voilà, sur ce match, c'est gênant parce que perdre contre OKC sur le match 1, je l'accepte. Je l'accepte en me disant, effectivement, match test et tout, et l'équipe est au-dessus. Il faut reconnaître la supériorité de l'adversaire. Ils sont chez eux. Il y a eu match sur le match 1. Sur la fin, on est court, on est peu en énergie. Par contre, sur celui-là, c'est un blowout. Et c'est un blowout face à un adversaire élite. Et on les a joués une semaine avant. Il doit y avoir un sentiment de revanche. On joue chez soi.
JB a été un peu poussif, mais a réussi à finir à 27 points. Il termine meilleur marqueur de la rencontre tout de même. Mais voilà quoi. Un blowout, ça pique, ça fait mal. Marqueur côté Knicks, parce que Shai il a marqué 39 points. Oui, côté Knicks, pardon, je voulais dire. Mais côté Knicks, il termine meilleur marqueur de la rencontre. Il a fait 1 sur 1 à 3. Le reste, c'est du 15, donc c'est du 16, c'est du 14-20 au shoot. C'est-à-dire que. Après, beaucoup de défenses prennent l'eau contre lui. Non, mais on est les Knicks ou pas aussi. On est des contenders ou pas? Non, mais. Oui, ok, d'accord, beaucoup de défenses. Non, on n'est pas des contenders. Mais merde, on n'a pas à perdre comme ça. Non, je suis pas des contenders. Avec cette réflexion en se disant, ah, beaucoup de gens. Bon, bah alors tant mieux. Non, mais il faut reconnaître qu'on a un adversaire. On construit une équipe qui doit défendre le plomb. On construit une équipe qui doit viser le haut du panier. Tu veux pas dire, oh bah tant mieux, bah beaucoup d'équipes. On n'est pas. Tu vois, j'ai rien. Et justement, je trouve qu'ils font une très belle saison, mais on n'est pas Détroit, merde. On n'est pas Détroit, oui, mais après. Pas dire, bah, on a construit une équipe. Prend une raclée contre lui. Lui, il marque. Il est rentré dans la raquette, il a marqué. Systématiquement. C'est pas normal. Avec OG Anunoby et Mikal Bridges sur le rable, c'est pas normal. Mais ils n'ont pas fait leur match. Ils n'ont pas fait leur match sur ce match-là, et d'où cette défaite. Et si ils avaient compensé offensivement, mais clairement pas, donc c'est un blowout. On a construit une équipe sur le modèle Boston, on n'a clairement pas construit une équipe sur le modèle OKC. On s'est fait ouvrir par eux, c'est... Voilà. Le match 1, il y a eu match, celui-ci, il n'y en a pas eu. C'est quoi le modèle Boston? J'entends beaucoup ça, mais c'est quoi le modèle Boston? On construit une équipe sur le modèle Boston, c'est quoi le modèle Boston? C'est le modèle qui est champion déjà la saison dernière, avec un poste 4-5 fuyant, qui est plutôt 4 là où c'est du KP chez eux, et normalement une paire d'ailiers avec Mikal et OG, qui sont censés... On peut les comparer, Mikal et OG, à Jaylen Brown et Jason Tatum. Alors on est clairement sur un cran en dessous, déjà en termes de sélection All-Star, machin, tout ce que vous voulez. En termes de création, en termes de palmarès. En termes de QI, oui, mais on est sur des profils de joueurs qui sont censés, je dis sont censés, s'opposer et de mener la vie dure à cette paire d'ailiers des Celtics. On a construit une équipe, mais pour moi, on est à des années-lumière de Boston. Ah bah Boston, c'est les champions de titre, et jusqu'à ce qu'on fasse des finales de conférence, on est encore un cran en dessous, et voilà. L'idée, c'est de se confronter à eux. Pour l'instant, ce début de saison, même s'il n'est pas catastrophique, on n'est pas encore en capacité de se dire « Oui, on peut jouer Boston les yeux dans les yeux ». On verra, il n'y a eu qu'un seul choc contre eux, et c'était en opening night, et c'était une déroute. Bah là, on va le voir. Il y en aura d'autres, et on aura l'occasion de se retester. En tout cas, le double test qu'on a eu face à OKC, c'est un test qui ne rassure pas sur les Knicks dans leur capacité à pouvoir jouer les premiers rôles. Voilà, si aujourd'hui on doit établir une hiérarchie de la NBA, on a OKC et Cleveland qui se battent en tête. Est-ce que Boston, on les met dans le groupe de tête? Est-ce qu'on les met un cran en dessous par rapport à la régulière? À voir. En tout cas, New York est pour l'instant en retard sur ce trio. Heureusement, il y avait un match derrière. La NBA est plutôt bien faite et permet d'oublier des fois les défaites. Un match qui était aussi un match test, parce que les Milwaukee Bucks, c'est plus les Milwaukee Bucks de début de saison. Ils vont mieux. Ils ont gagné dans la Cup. Alors ça vaut ce que ça vaut la Cup, mais ils ont au moins gagné ça. Et ils avaient gagné en finale contre OKC, donc ils avaient réussi à battre ce Thunder. Donc on pouvait s'inquiéter, on pouvait se demander si les Knicks allaient réussir à relever la tête, à sortir la tête de l'eau après cet énorme blowout. Heureusement oui, et finalement c'est un match où, globalement ça se passe bien, et ça se passe bien grâce à qui? À Jalen Brunson. Là où sur le match face à OKC, il termine peut-être meilleur marqueur des Knicks, mais de façon un petit peu poussive. Face aux Milwaukee Bucks, est-ce qu'il y avait ce petit duel à distance avec Damian Lillard vis-à-vis de cette histoire de All-Star? Je pense pas directement, mais il avait envie de mettre son équipe aussi sur son dos, et il l'a fait d'entrée de jeu dans le premier quart, plus de 20 points, 23 points dans le premier quart. Un premier quart qui est accroché, 36-31 à l'issue des 12 premières minutes. Les Bucks n'étaient pas encore distancés dans la rencontre. 23. La distance, elle s'est faite dans le deuxième, et elle n'a pas arrêté de se faire ensuite. Mais voilà, il y avait une réaction qu'on attendait de la part des Knicks. Elle s'est surtout matérialisée par deux joueurs que sont Jalen Brunson, 44 points en moins de 30 minutes, 29. Un blowout, ça a permis de le reposer, et puis surtout qu'il a pris un coup à l'épaule, qu'il l'a sorti à un moment donné du match. Et elle était un peu glacée d'ailleurs, cette épaule derrière. Et puis Karl Anthony Towns qui a pris le relais derrière, qui a fini la rencontre à 30 points, 18 rebonds. C'est pas un joueur neutre, il a réussi encore une fois à faire parler son talent offensif, malgré qu'il ait quand même
un certain Brook Lopez et un Giannis Antetokounmpo à avoir un petit peu régulièrement venir s'immiscer dans la raquette. Et un Josh Hart à 11-11 et 100% au tir. C'est vrai, il n'a pas beaucoup shooté Josh Hart, c'était l'efficacité à proprement parler, 5 sur 5 au tir et 1 tir à 3. Alors lui, on peut que l'aimer Josh Hart, hein, je veux dire, on peut émettre des critiques sur différents joueurs qui des fois ont des coups de mou, mais même quand il a un coup de mou, il sait se montrer utile. Je pourrais dire, moi Josh Hart j'aime pas, enfin j'aimerais... Les adversaires ouais. Les adversaires, parce qu'il donne tout, et il est incroyable. Toujours intense. Là il y a 35 minutes, heureusement il peut souffler un peu, tant mieux. Mais voilà, là aussi où des questions des fois se posent avec un retour de Mitch Robinson, est-ce qu'il faut mettre Josh Hart en sortie de banc? Bah, en fait c'est un peu un dilemme parce que Josh Hart il apporte tout, que ce soit à la passe, au rebond et du scoring parfois, de l'énergie, de la polyvalence et un gros cardio, donc ça serait dommage entre guillemets de s'en priver. Un moteur, c'est-à-dire que c'est lui qui va, des fois, lorsque l'équipe va avoir un petit coup de mou, ben en fait, d'un coup, il va te faire un back-to-back avec un N1, ou alors il va avoir les deux lancés, et il va pousser un cri, il va montrer de l'énergie, et puis ça va inspirer l'équipe derrière à le suivre. C'est quelqu'un qui... Il y a une force de caractère aussi. Moi, j'aime ce côté un peu chien de garde et qui parle et qui rentre un peu dedans aussi. Voilà, et c'est pas ce qu'on retrouve chez OG, clairement pas. Il est pour les Knicks, lui. C'est un joueur. Un joueur Knicks 100%, 10% Knicks compatible, Josh Hart. Donc c'est en ça où voilà, on se posera la question à un moment donné ou pas, ban ou pas ban, mais en tout cas, il apporte tellement que... Et encore une fois, sur ce match, 11-11, que dire de plus? Parfait. Mikal, oh là là, Mikal, c'est 6 points. C'est vraiment une fin de semaine compliquée, hein. 4 points, 0 points, 6 points. Il score plus, Mikal. Après, il score plus, mais là, il shoot plus sur ce match. Un peu curieux, son utilisation. Alors, il n'a pas abusé de son shoot qui rentre pas, mais pourquoi tu shootes plus maintenant? Pourquoi tu utilises plus ton mid-range qui était plutôt efficace? Est-ce qu'il est fatigué? Est-ce qu'il est blessé? On se demande. Est-ce qu'il n'a pas aimé les critiques à l'issue du blowout pris par contre OKC? En même temps, elles étaient légitimes. Non, il va falloir que tu te remettes un peu la tête à l'endroit, Mikal, et que tu retrouves une utilisation efficace. Et là, tu t'attends en tant que troisième option offensive. C'est ça, et là, tu te retrouves... De toute façon, regarde... C'est le plus petit score d'un point de vue des titulaires. Notre série... Même OG marque plus. Notre série de 9 victoires... Je veux dire que 75% du temps, c'est lui le troisième meilleur joueur du Big Three. Sur le mois de décembre, il a été très bon. Hein. Parce que c'était lui le troisième, en fait. Et là, quand on a un Mikal Bridges qui score moins, et OG Anunoby, bon, ok, d'accord, 11 points, 1 rebond. C'est notre 4, 1 rebond. C'est ça, moi, ça me chagrine toujours. 1 sur 5 à 3. À 3, bon, voilà. Mais c'est le 1 rebond. 1 sur 5, pas 1 sur 3. Oui, non, 1 sur 5, l'adresse, je peux accepter que parfois les 3 rentrent pas. Ce qui me pose problème, c'est qu'il n'y a pas de rebond, quoi. Et c'est un poste 4. Alors bon, au final, c'est une victoire, c'est un blowout. Surpris de voir la performance des Bucks. Je m'attendais à mieux de leur part. Tant mieux qu'on le prenne. Ils revenaient un petit peu nous mettre une sorte de pression sur la place 4ème. Les Knicks sont toujours 3ème, hein, mais voilà, ils pouvaient revenir sur les traces des Knicks. C'est très bien de prendre ce match. C'est une bonne réaction. On va voir, puisque les Knicks vont se retrouver en blowout. On va parler du programme de la semaine très vite. Mais voilà, il y avait réaction à voir. Brunson a été formidable sur ce match. Il s'est montré en mode patron. Voilà, on préférait avoir plutôt que 44 points sur un soir tous les 5. On préférait avoir une moyenne à 25 bien équilibrée, voilà, pour pouvoir compter sur un GB en permanence. Là, il a 5 sur 10 à 3 points. Il a une adresse. Il marchait sur l'eau sur ce match, et tant mieux. 4 en super lieutenant à 30-18. Mais voilà, il y a les ailiers qui nous questionnent. Et OG c'est un poste 4, mais c'est un faux poste 4. Hein, et on le voit par sa contribution au rebond. Un rebond, c'est le plus petit rebondeur des titulaires. Ça aussi, il y a une anomalie dans ce qu'on dit quand on dit ça. Quoi. Même Precious Achiuwa va prendre plus de rebonds en 15 minutes. Quoi. Même Hugh Porty en 5 minutes, il va prendre 4 rebonds. Bon, voilà. Et on a eu, sur ce match, on a eu un très bon campaign. Faut le dire aussi quand ça arrive. Campaign, des fois, c'est tout ou rien. Là, sur ce match, 18 points. Il était en réussite totale à 3 points, 4 sur 7.
14 minutes, et bah c'est cool, ça permet de faire souffler JB. Ça, c'est le bon campaign. McBride un petit peu plus discret, mais voilà. Il lâche un 3 à un moment donné. En fin de possession, là, il bazarde le 3 avec un défenseur sur le rable. 0 secondes. Ils sont capables, ces joueurs. Et là, boum, ça fait filoche, incroyable. Ah, et puis Yassi, allez, on va lui rendre hommage aussi. On n'en parlera peut-être pas souvent dans la saison. 3 minutes, 8 points en sortie de banc. Matt Ryan, 2 sur 2. Tout ces touches sont rentrées, donc voilà, il marque plus que notre ami Michael Bridges. Ah là là, est-ce qu'il faut mettre Matt Ryan dans le 5 et mettre Michael Bridges sur le banc? Je vous laisse répondre en commentaire. Heureusement, on termine avec une victoire. Michael Bridges pour faire jouer TJ Warren. Voilà. Tu rigoles sur TJ, mais quand il mettra le panier au Game 7 face aux Celtics en finale de conf, on rigolera moins. Allez. Paris tenu. On se donne rendez-vous au mois de juin. C'est l'heure, pour finir cette longue rétrospective, et puis après on va basculer sur le programme de la semaine, de parler du joueur de la semaine. Vous l'avez compris, ça sera pas Michael Bridges. Ah, Karl Anthony Towns, il avait de quoi postuler, mais il a manqué un match. L'anti-joueur de la semaine, on pourrait, mais bon, l'émission est déjà tellement longue qu'elle serait encore plus longue. Eh bien non, on a fait très simple. On s'est tenu sur la dernière performance en moins de 30 minutes pour Jalen Brunson. 44 points. Josh Hart, hein, mais c'est vrai que... Josh Hart, c'est de la régularité, il l'a eu sur l'émission précédente. Mais là, sur Jalen Brunson, une bonne semaine d'un point de vue stat individuel au scoring, si on regarde pas trop les pourcentages. Ouais. Même dans la défaite, il répond présent en termes de production offensive. Et puis là, sur ce match-là, voilà, il a décidé que les Knicks allaient gagner. Les Knicks ont gagné. On avait beau avoir un Giannis en face, qui était un ancien MVP, un ancien Deep-Boy. Bah non, c'est Jalen Brunson qui a brillé sur ce match. Et tant mieux, malgré un coup pris à l'épaule. On espère que c'est rien. Il est revenu en jeu, il est revenu sur le banc, tout ça. Donc, bon, à surveiller. C'est un dur au mal, notre ami JB. Et sur ce match, bah, on peut lui accorder. Et donc, sur cette semaine, on lui accorde. C'est nous, notre Nick of the Week cette semaine. Je te propose de parler des matchs de la semaine ? Allez, c'est parti. On regarde le programme de la semaine. On va essayer de faire court parce qu'on est déjà 1h20 d'émission. Ah là là, quel plaisir de te retrouver, Seb. Puis en même temps, on a ouvert un gros dossier, donc ça a pris du temps. Ouais, c'est vrai. Bon, avant de parler... D'ailleurs, je parlais du programme de la semaine, mais tu fais bien de me le faire remarquer. Vous l'avez vu de toute façon avec la miniature. C'est un programme de 2 semaines. On va le faire en accéléré. Et pourquoi 2 semaines ? Bah parce que il va se passer un truc. Il va se passer un truc. Avant ça, on regarde vite fait le calendrier, le ranking. Et ben les Knicks seront confortablement installés à la 3e place. Les Milwaukee Bucks, bah ils ont une mauvaise idée de perdre contre les Knicks, mais les Knicks ont une bonne idée de gagner. Ce qui fait que les Milwaukee Bucks rétrogradent un petit peu. Ils ont 17 défaites et ils sont 6e. Mais derrière, ça se bouscule. Il y a un gruppetto ou un peloton avec le Magic. Les Pacers qui reviennent, le Miami Heat, on ne sait pas trop comment tout ça va se finir avec Jimmy Butler. Et puis pas si loin que ça, les Detroit Pistons et les Atlanta Hawks. Assez serré ce ventre mou de la conférence Est, mais c'est ça aussi qui fait la particularité des oppositions à venir. À noter que l'Est et l'Ouest sont à égalité dans les 16 premières équipes de la NBA. Ah oui, d'accord, il y a 8 équipes de l'Est et 8 équipes de l'Ouest. Tu vois, alors donc, on dit souvent, oui, l'Ouest c'est plus fort. Le calendrier des confrontations va s'équilibrer. Il y a 46%, ce matin je regardais, il y a 46%. T'aimes bien ça. Il y a 46% de victoires des équipes de l'Est sur l'Ouest, donc ça veut dire que l'Ouest gagne 54% de ses matchs. Voilà. Cependant, il y a 3 équipes dans le top 5 qui sont de l'Est. Il y a donc 8 sur 8 dans le top 16. Et dans le bottom, on va dire dans le bottom 5, c'est 3 équipes de l'Est et 2 équipes de l'Est. Donc est-ce que, comme je dis, est-ce que face à finalement ces différences tellement marginales, est-ce que ça mérite de faire un chamboulement de toutes les règles NBA en disant il faut faire une seule ligue complète, machin. Il y a un déséquilibre à un certain moment de la saison, mais aussi les calendriers et les confrontations se sont pas encore équilibrés. On y verra clairement plus clair à la fin de la saison. On verra aussi comment ça se situe. Mais voilà, les équipes de l'Est n'ont pas forcément à rougir des équipes de l'Ouest. Les équipes sont différentes. Il y a peut-être le ventre mou est peut-être plus fort
que le ventre de l'Ouest, Que le que le ventre ventre dur. mou de l'Est, mais voilà. En ces temps post-Noël, Le ventre mou, ventre dur. ouais. Plus mou que dur. Allez, allons-y à l'essentiel. Parlons du programme de ces 2 semaines. 2 semaines où il y aura 2 fois 3 matchs. Hein. Et ça va être marrant parce que c'est bien équilibré. 2 matchs à domicile et 1 match à chaque fois à l'extérieur. Et à chaque fois, une équipe de l'Ouest qui va venir au Madison Square Garden. La semaine, elle commence très vite parce que c'est les Detroit Pistons qui arrivent en back-to-back au Madison Square Garden. Les Knicks se sont inclinés contre les Pistons la dernière fois, donc attention à ne pas prendre l'adversaire à la légère. C'est plus les Pistons de la saison dernière, les Pistons qui sont nettement plus respectables et respectés. Est-ce que Cade Cunningham sera All-Star? On en a parlé un petit peu, donc méfiance quand même à avoir. Il va y avoir une opposition sur ce match, et on espère que les ailiers qui n'étaient pas en forme vont retrouver un peu de forme. Ensuite, déplacement, un court déplacement. Pennsylvanie, Philadelphie, la cité de l'amour, on y a été la saison dernière. Les Knicks y étaient imposés, est-ce qu'ils vont... Cité de l'amour? Ouais, de l'amour tout court. Allez, c'est pas Venise, la cité de l'amour? C'est plus, ouais, c'est les gondoles, c'est autre chose. J'ai pas vu de gondole à Philadelphie. Mais j'ai vu la statue de Rocky. Bref, la saison dernière, les Knicks s'étaient imposés. Est-ce que Joel Embiid va jouer sur ce match? En tout cas, ça va être une opposition intéressante. Normalement, les Philadelphia Sixers, ça te fait jouer le haut du tableau de la conférence Est. Il y a eu tout un tas de blessures, un gros retard à l'allumage. Ça va un peu mieux. Donc une autre opposition à suivre. On va en parler, Un peu mieux, un peu mieux. Donc, opposition à suivre. Et puis, pour finir la semaine, ça y est, c'est le retour de Dante. C'est le retour de Julius. C'est le retour de Anthony Edwards. Qui ça? Bah oui, les joueurs des Minnesota Timberwolves qui arrivent au Madison Square Garden. Donc, il y a déjà eu les vidéos hommages. On leur fera un petit coucou, mais on va peut-être pas en faire des tonnes. Et puis, les Knicks, est-ce qu'ils vont réussir à s'imposer une deuxième fois par rapport aux Wolves? On les avait salis là-bas. Ça serait bien, ça serait bien. Ça, c'est pour la première semaine, c'est sur cette semaine-ci. Voilà, des matchs lundi, dans la nuit de mercredi à jeudi, et puis dans la nuit de vendredi à samedi. Espérons que le Friday Night Knicks, il se passe un peu mieux, parce que les 2 derniers face au Thunder, bon, c'était pas ouf. Hein. Par contre, la semaine prochaine, eh ben on y sera. Et on y sera, bah oui, parce que c'est le premier voyage associatif de la saison, le KNF Megatrip 2025, le Knicks Flight for New York. Et oui, une semaine avec le MLK lundi, avec l'opposition face aux Hawks d'Atlanta, ça sera une heure raisonnable pour vous Français. Parce que oui, ça y est, français, ça y est. Mais je serai sur place. Joanie l'américaine. Le Carib, j'ai commencé, I have a dream. MLKD, les Français. Vous autres, les Froggies. Ah là là. Et je crois qu'aussi, on sera pas très loin de l'investiture du nouveau président américain. Bon, bref. Je vais surtout pour voir des matchs des Knicks. Et on va voir cette... Il y a une tour Trump juste à côté du... Ouais, un Trump Tower. Oh, elle est pas complètement à côté. Enfin, vu de la France, oui, mais voilà, il y a un peu de miles à faire à Pat. Oh, mes souvenirs, elle était... Ah non, du Garden, mais du Central Park, elle était juste à côté de... Ah oui, de Central Park, ouais, tout à fait. Bref, la Trump Tower, on la laissera à sa place. Nous, on ira au Madison Square Garden pour le premier match. Ça sera un back-to-back aussi. Un match assez tôt, donc 21h heure française, le MLKD face au Atlanta Hawks. Vous savez, le petit joueur de dés, là. Hein, donc, on va le retrouver au Garden. Il y a revanche à prendre, hein. Les Knicks ont perdu leurs 2 premiers matchs face aux Hawks. Ça suffit, quoi. J'ai envie de dire, ça suffit. Derrière, déplacement, on fait un petit tour en métro, on traverse le pont, on arrive, où ça? À Brooklyn, au Barclays Center. C'est le match de la Rivalry Week. Bah oui. Donc, le premier match face aux Hawks, c'est pas le match de la rivalité, c'est le match du MLKD. Le deuxième, c'est le match de la rivalité face aux Brooklyn Nets. Enfin, du moins, ce qu'il en reste. Donc voilà, avoir un petit déplacement. On les a encore joués. On les a pas joués chez eux. Non. On les a joués chez nous, mais pas chez eux. On les a joués chez eux. Et on s'était imposé, je crois, dans le play-in tournament. Enfin, la cup. Non, je suis bête. On les a joués 2 fois, oui, je suis bête. On les a joués 2 fois. Mais chez nous. Premier match, on a gagné de 2 petits points. Et le deuxième match, on a gagné de 10 poins. Oui. Et le premier était à Brooklyn ou le premier était au Garden? Non, les 2 étaient au Garden. Les 2 étaient back-to-back à la maison, quoi. C'est bien parce que, voilà, des fois on peut se tromper, mais non, on est bien donc sur le retour de Mikal chez lui. Ça serait bien, Mikal, de marquer des points, hein? Ça serait bien. Enfin, chez lui.
Ça fait longtemps qu'il est new-yorkais, mais maintenant il est vraiment new-yorkais. Vous m'avez compris. Et puis pour finir la semaine, la deuxième semaine, ça sera la réception des Sacramento Kings. Et bah oui, les Sacramento Kings se sont imposés face aux Boston Celtics. Ils ont changé de coach. Ils ont mis Doug Christie. Ouais. Doug Christie, un ancien Knicks aussi, faut le dire. Très vite passé par les Knicks, mais oui. Mais quand même, ça compte. Et une équipe qui va un peu mieux, même si elle est encore un petit peu loin classée dans le classement de la conférence Ouest, à se méfier. Donc voilà, 6 adversaires différents, 2 équipes de l'Ouest, 2 matchs à l'extérieur. Bon, les Nets, c'est un match à domicile, diront certains. Mais ça compte pas dans la billetterie du Garden. Voilà un petit peu tout ce qui se présente. Tu nous donnes un peu les forces en présence pour ces je vais te faire dans l'ordre. Je vais te faire dans l'ordre des matchs. On va commencer alors chaque fois par les blessures. Alors bon, les Detroit Pistons sur la vue et malheureusement Jaden Ivey s'est fait extrêmement mal et il est out pour la saison. Je pense que cette blessure était assez horrible. Cependant, ça n'a pas coupé l'élan de Détroit, qui est quand même sur leurs 10 derniers matchs sur un 8-2. Ouais. Alors là, ils avaient perdu contre Golden State juste avant, mais ils ont gagné Toronto. Voilà, ils ont fait 5 victoires consécutives. Ils sont vraiment très en forme. Ils sont avec un bilan de 20-19. Ça n'en arrêté pas depuis un moment, d'être en positif. C'est une franchise que moi j'aime bien, donc je suis content de voir que ça va mieux. Et donc voilà, donc ils vont nous jouer. Drôle de confrontation, ça va être intéressant. J'espère que Michael va aller faire ses petits mid-range, ça serait bien sympa. À côté de ça, donc après tu as dit, donc on va jouer Philadelphie. Alors Philadelphie, Embiid jouera pas. C'est vrai que là, ça fait un moment qu'il n'a pas joué. Actuellement, il n'y a pas André Drummond. Kyle Lowry, McCain, bon aussi le rookie McCain n'est pas là, et Calen Martin est en day-to-day. Alors oui, ça allait un peu. Paul George, il joue Paul George. Paul George est là. Il n'y a pas de problème. Maxi, Paul George, Gershon qui fait une très belle saison. Je me demande si c'est pas un des meilleurs rapports qualité-prix cette année en NBA, lui, Gershon. Au montant du contrat, on peut se poser la question. Oh là là, quel dommage qu'on n'ait pas. Et un Gershon là, tu vois, chez nous là, oh là là, ça aurait été. Bref. Ça va un peu mieux. Disons que sur leur dernier match, ils sont sur un 2-3. Voire même depuis le début de l'année, c'est 1, 2, 3, 4, 5. C'est 5 défaites pour 2 victoires depuis le début de l'année civile. Donc, ouais, ça va mieux. Ils ont gagné, mais voilà, il y a peut-être un coup de main. Cette nuit, ils ont perdu contre Orlando, ils ont perdu contre la Nouvelle-Orléans. Ils ont perdu, enfin voilà, donc ils ont gagné contre Washington de très peu, de 109-103. Donc, ça va moyen. Avant nous, donc ils seront en back-to-back. Qui joueront-ils avant nous? Je sais pas. Le Oklahoma City Thunder. Donc bon, allez, on y croit. Match compliqué, à couteau tiré, fatigant pour eux. Et on arrive derrière et on les tape, ça serait bien. Voilà, donc écoute... Ce serait le scénario idéal. Est-ce que Embiid va jouer? C'est du back-to-back. Embiid a dit qu'il faisait pas les back-to-back. Et on sera le deuxième match. En plus. Ouais. Est-ce qu'il va privilégier les Knicks en disant sachant plus à leur portée que le Thunder? Sachant que lui, ça fait, je crois, un petit moment là qu'il a pas joué. Enfin, je regarde, mais à chaque fois... il avait fait son retour contre New York et New York n'avait pas eu de problème pour s'en débarrasser. Clairement, Karl Anthony Towns est plus en forme que Joel Embiid, mais on verra ce qu'il en est. Dans la nuit de mercredi à jeudi. Ça me tirelupine. Non, tu vois. Tirelupine. Ouais, non, tu vois, depuis le 7 janvier, son dernier match, il remonte au 5 janvier contre les Nets. Sinon, il n'a pas joué contre les Suns, il n'a pas joué contre les Wizards, il n'a pas joué contre les Pelicans, il n'a pas joué contre le Magic. Load management, fatigué. Load management, 4 matchs. Non, c'est énorme. Non, il est listé comme blessé. Vivement un problème au pied. Donc, voilà. Enfin, c'est pas ça, c'est autre chose. Alors, pour Minnesota, Minnesota, ils ont l'absence de Terrence Shannon Jr. Pardon, je le connais pas plus que ça, je suis désolé. Ah ouais? Ah pourtant, non. Minnesota avec leur bilan de 20-18, là c'est pareil. Souffle le chaud et le froid. Ouais, c'est pareil. Ils sont depuis le début de l'année civile, ils sont en 3-4, pardon. À un moment donné, ils ont connu un petit coup de plus là, ils ont 3 victoires consécutives contre les Clippers, Nouvelle-Orléans et Orlando. Mais ça a perdu contre Memphis, ça a perdu contre Détroit, ça a perdu contre Boston, contre Oklahoma. Donc voilà, c'est vrai que
C'est un peu tout ou rien avec Minnesota. Avant ça, ils vont jouer Washington. Ils vont jouer Golden State. Et, histoire de faire quelques déplacements, quoi. Et ouais, ils jouent à Washington, ils jouent à la maison contre Golden State, ils jouent à New York, et ensuite, en back-to-back, ils reçoivent Cleveland. Donc c'est fatigant quand même, hein, leur calendrier. Enfin bref. Donc voilà pour nos amis de Minnesota. Et enfin, donc, ce qui t'intéresse, donc Atlanta. Mais tout m'intéresse. Hein. Donc Atlanta, qu'est-ce qu'on a, est-ce qu'il sera là? On a Jalen Johnson qui est marqué out, Cody Zeller aussi, Larry Nance Jr. aussi et Kobe Buffkin. Donc après, d'ici la semaine prochaine, il peut y avoir des retours. Hein, voilà. Exactement. Donc mais leur calendrier, leur état de forme. Et on a un triangle. Défaite. Et on a un triangle qui est en day-to-day. Nos amis d'Atlanta qui ont un bilan, tu l'as dit, de 19-19, donc ventre mou. Eux, depuis le début de l'année civile, c'est simple, ils sont à 1-4. 1-4. Donc pour l'instant, quand même, hormis Détroit, qui a quand même une des meilleures dynamiques de toutes les équipes qu'on a citées. On a Philadelphie qui est en négatif depuis le début de l'année civile, Minnesota également, et Atlanta aussi. Bon, nous aussi, remarque. Hein. Leur dernier match, c'était Phoenix qui l'ont gagné. Ils ont gagné de très peu contre Utah. Ils ont perdu contre les deux Los Angeles, contre Denver. Avant nous, ils vont jouer Phoenix. Ils vont jouer Chicago. Ils vont jouer Boston. Et ils vont jouer les Knicks. Ok. Alors, ils font un petit trip Chicago, Boston, New York. Là, bien sympa, nos amis des Hawks. Ouais. Bien sympa. Et puis après, derrière, ils enchaînent avec Détroit. Donc, c'est vrai que... il va falloir prendre des matchs, mais avoir lesquels. C'est ça. Alors, Brooklyn, au niveau des blessures, on a un Boyan qui est toujours out. On a un Cameron Johnson qui est marqué out. Un D'Angelo Russell qui est marqué out. Un Cam Thomas qui est marqué out. Pas facile. Un Trendon Watford aussi qui est un genre de rotation. Qui je vais voir là-bas? Qui tu vas voir là-bas? Qui ils vont rappeler? Là, forcément, hein, là, on a appuyé. Peut-être que d'ici là, il y aura aussi d'autres trades qui seront faits. Forcément, là, pour eux, ça va moins bien. Alors, depuis le début de l'année civile, ils sont à 1, 2, 3, 4, 5, 6 défaites pour une victoire. Ça va être un peu tôt pour voir Cooper Flag. Hein. Victoire contre Milwaukee. Voilà. Pourquoi? Ils avaient perdu contre Détroit, contre Indiana, contre Philadelphie, contre Denver, contre Toronto. Voilà. Avant nous, ils vont jouer Portland. Ils vont jouer les Clippers. Les Lakers, ils ont un gros road trip. Avant nous, ils ont un très gros road trip. Ils partent en voyage. Ouais, ils partent en voyage, c'est-à-dire que déjà, si tu veux, ils ont commencé à Denver, ils ont perdu, ils ont fait Utah, ils ont perdu. Derrière, ils enchaînent avec Portland, les Clippers, les Lakers, Oklahoma City. Et quand ils reviennent, boum, à la maison, coucou, c'est les Knicks qui arrivent. Pas facile. Ça peut être l'occasion d'appuyer là où ça fait mal. Pas facile pour eux le calendrier. Et enfin Sacramento. Alors, Sacramento n'a pas de blessure. Et il faut croire que depuis qu'ils ont changé leur coach, tout va mieux. Puisqu'ils avaient commencé par une défaite contre les Lakers avec Doug Christie. Et derrière, ça enchaîne. Depuis, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 victoires consécutives. Ça a fait une des équipes actuellement les meilleures de la ligue. Hein. Ils ont une des plus longues séries. Ouais. Voilà. Ils ont battu Chicago, ils ont battu Boston, Miami, Golden State, Memphis qui est en forme. Ouais, ils ont battu Philadelphie, Dallas. Donc quand même de très belles équipes accrochées à leur tableau de chasse. Équipe à vraiment à prendre au sérieux. Avant nous, ils vont jouer Milwaukee. Ils vont jouer Houston. Ils vont jouer Washington, Golden State, Denver et New York. Là, en fait, New York, ça va être un match parmi un road trip là qu'ils vont faire de 1, 2, 3, 4, 5, 6. On sera le deuxième match de leur road trip. Sur le road trip. Espérons qu'ils soient fatigués par l'altitude de Denver pour qu'arriver à New York, ils aient un coup de moins bien. Donc, mais une équipe en forme en ce moment avant cette quinzaine. Au niveau du bilan, c'est Détroit et Sacramento qui sont, depuis le début de l'année civile, les plus en forme. On a une équipe qui... On va dire qu'on a deux équipes qui soufflent le chaud et le froid avec Minnesota et Atlanta, même trois avec Philadelphie.
Et Brooklyn, c'est une équipe qui cherche à perdre et ça doit être une victoire absolue. Voilà. Mais oui, surtout qu'ils sont à l'extérieur. Enfin non, ils sont à l'extérieur. Enfin bon, tu m'as compris. Voilà. Bon, allez, sur cette grosse revue du programme de questions, le match à ne surtout pas manquer. C'est pas évident s'il y en a il y a 2 semaines quand même. Le match à surtout pas manquer sur cette quinzaine. S'il y en a un qu'il faut voir avant tout, c'est lequel? Un seul. Ah, punaise. Parce que déjà quand on fait sur une semaine, c'est pas facile. Alors là, sur 2, tu en as envie de tous les voir, je comprends. Disons qu'il y a la confrontation contre Philadelphie. Okay. Parce que Embiid sera là, sera pas là. Comment ça va se passer On les a déjà joués, on les a battus, je crois. Comme il faut même. C'était le retour d'Embiid justement. Et bon, il a été un petit peu compliqué son retour. Mais on les a battus mais sinon, il y a d'autres. Sinon, il y a 3 autres matchs plutôt alléchants. Il y a Détroit qui vraiment. Détroit avant la confrontation. Il y a Sacramento et Atlanta. Voilà, Minnesota pas des masses. Mais Atlanta, Sacramento, Détroit seraient aussi des matchs qui m'intéresseraient beaucoup. Bon, tu peux pas choisir. Moi non plus, je vais avoir du mal à choisir. Moi, j'ai beaucoup envie de voir le match face aux Hawks. Bon, ok, on sera sur place. Ça va forcément jouer, ça va peser dans la balance. Mais bon, MLKD, une rivalité ou pas avec les Hawks. Et puis, notamment, cette élimination en coupe. Ouais, franchement, j'espère que les Knicks vont nous faire plaisir sur ce match-là. Et ça sera à la maison et on sera présent. Donc ouais, forcément, c'est le match que j'attends le plus. Les autres, je vais les suivre depuis mon écran. Donc ça va être un peu différent. Oui, Pistons, on a envie de prendre une petite revanche par rapport à l'autre fois. Si j'avais pas fait le voyage. Imagine, je suis puni. Imagine le douanier, il veut pas me laisser partir. Imagine, t'es à ma place. Quel match j'ai envie de voir avant tout? Atlanta, il y a ce côté. Ouais, mais il y a ça en fait. Mais... Après, oui, Détroit, on a envie de voir si les Knicks se reprennent. On a envie de voir si les Sixers, à quel niveau ils sont dans cette saison régulière. Est-ce qu'ils reviennent vraiment? Mais en même temps, Embiid, pas Embiid, ça va forcément fausser la donne s'il n'est pas là. Bon, Minnesota, Julius avait voulu faire son Julius Game la dernière fois. Ça n'avait pas forcément souri. Il était fâché. Il n'avait pas salué les copains en partant. Mais voilà, c'est pas la même opposition. Non, clairement, Atlanta. Alors oui, c'est le match que j'ai envie de voir parce que je me dis il y aura un truc un peu en plus. Il sera télévisé sur antenne nationale. Et puis, ouais, il y a cette élimination dans la Cup qui va revenir. On va nous ressortir les images des différents passages de Trae Young à New York. Ouais, non, honnêtement, c'est celui qui m'intrigue le plus. Les autres, je les verrai. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, mais s'il y en a un, je me dis où c'est un must-win, où les Knicks doivent le gagner pour faire preuve d'ego, c'est celui-là. Allez, on va y aller sur nos pronostics. Bah ouais. Jamais facile de pronostiquer 2 semaines. Il peut y avoir des retours de blessures, il peut y avoir des nouvelles blessures. Est-ce que Mitch va revenir? Bon, on avait parlé de fin janvier, ça s'approche, mais bon, il n'y a pas d'indication vraiment du calendrier qui nous laisse entendre que son retour est imminent. Je me lance? Vas-y. Non, vas-y. Ouais, t'es sûr? Vas-y, je me lance. 6 matchs, c'est pas facile. Il y en a beaucoup à domicile. Là, il y a un back-to-back pour commencer. Il y aura un back-to-back au moment du MLKD et du match face aux Nets. Il y a les Kings qui sont en forme. Il y a des équipes, on ne sait pas trop à quoi s'attendre avec les Wolves, avec les Sixers. Moi, allez, il y a le cœur à la raison. Déjà, j'espère, j'ai envie que ces 2 matchs, que ce soit le back-to-back des Hawks et des Nets, ça soit victorieux. Hein. Je me déplace pas pour rien. J'ai envie qu'avec la KNF, on kiffe et que ça soit dans la victoire. Donc déjà, ces 2-là, moi, je les considère comme des victoires. On va voir ce back-to-back face aux Pistons. Allez, celui-ci doit être victorieux. Est-ce que la double affiche Philadelphie, Minnesota, est-ce que ça va être 2 victoires? Je pense qu'on va en lâcher un en route. Et ça serait peut-être celui contre les Wolves. Donc je verrai une défaite contre les Wolves. Et après, mon cœur balance de savoir si les Knicks vont pouvoir calmer ces Kings. Est-ce que... alors le back-to-back, c'est celui face
face à Atlanta et Brooklyn. Et on est en back-to-back pour commencer cette semaine avec Minnesota. Donc là, on a Détroit ce soir. Avec Détroit. Et ensuite, il y aura Atlanta-Brooklyn. Ouais. Et allez, je sais pas pourquoi, je pense que les Kings, ils seront en forme. On sera peut-être sur un soir galère en termes d'adresse. Donc je verrai une défaite face aux Kings. Bon, on sera revenu en France, ça passera mieux. Allez, 4-2. Une défaite face aux Wolves, une défaite face aux Kings. Bah ouais, l'Ouest c'est plus fort que l'Est. 4-2 pour moi. Ok. Et toi? Alors, et moi? Pas facile, hein, pas facile. Ouais. Moi, je pense que Détroit, on le prend. Cool. Je pense que Philadelphie, on le prend. Pourquoi pas? Minnesota ou Atlanta, on en perd un des deux. Pas Atlanta. Bah, tu sais que je pensais fortement à Atlanta. Oh, même si je pense que vu comment on défend... Je veux dire, Détroit, Philadelphie, on les prend. Minnesota, Atlanta, on les perd. Oh. Brooklyn, on le prend. Sacramento, on le perd. Ok, donc toi tu serais sur un 3-3. Ouais. Ok. Tout ça est enregistré. J'ai pas... C'est jamais facile sur 2 semaines. C'est jamais facile sur 2 semaines et on n'a pas des certitudes. Je suis pas avec. Super en confiance avec cette équipe. Michael Oji, la fatigue qui s'installe ou pas. Après, c'est une réflexion très personnelle que j'ai par rapport à cette saison. Depuis le début de la saison, t'es jamais dans un optimisme en fait, si tu veux, comme le mien. L'année dernière, j'avais vraiment l'impression qu'en fait, l'équipe fédérée autour de Jalen Brunson, et j'ai moins l'impression cette année. Bah oui. Et 2, je trouve cette équipe soft par rapport à l'année dernière qui faisait preuve de beaucoup plus de caractère. Alors, c'est vrai qu'on y a gagné en talent. Intrinsèquement, 4, c'est meilleur que que Hartenstein, si on parle poste pour poste. Oui. Mitchell Robinson aussi blessé. Et que Julius Randle. Michael, c'est meilleur que Dante, si on parle poste pour poste. Mais je trouve que c'est pas les mecs comme Hartenstein ou Dante qui vont se jeter la gueule par terre pour récupérer un ballon, pour aller chercher une faute, pour faire un, tu vois, comme des fois on voit des comme il nous a fait comme campaign. Hartenstein aller chercher, tu sais, un rebond à la rage. Et en fait, si tu veux, pour l'instant, on y a perdu à ce niveau-là. Cette équipe, voilà. Donc c'est vrai, c'est quelque chose de très personnel. J'ai l'impression que l'un côté un peu qu'on a un peu retrouvé hier, mais le leadership de Brunson s'efface un peu pour le collectif. Il veut le faire pour le collectif, je trouve même plus pour le collectif. Kat lui arrive, et c'est par son talent finalement que... Et à côté de ça, je trouve qu'on manque terriblement de caractère. Et que... Même si je nuancerais sur... On annonçait Kat comme un joueur soft, qui se plaint, un peu diva, tout ça. Honnêtement, sur son passage à New York, il n'y a pas grand-chose à lui reprocher vis-à-vis de son comportement, son implication. Ça chiale beaucoup. Ouais, mais il prend aussi pas mal de contacts, il se retrouve souvent au sol sur des drives. Après, il joue sur ce jeu-là, mais c'est pas tu n'es pas sifflé quand c'est sur ce type de joueur aussi, on le sait. C'est pas un jeu à l'énergie et au sol comme pouvait avoir Hartenstein, quoi. Ah bah oui, forcément. Et c'est un ça. Mais aujourd'hui, si tu construis une équipe, tu dois choisir un pivot pour commencer. Tu pars sur 4 ou tu pars sur Hartenstein? C'est une bonne question. Si tu dois choisir un pivot... Ouais, non, mais parce que là, on n'a pas la même utilisation du joueur et tout. C'est une bonne question. Et je partirais sur Hartenstein. C'est une réflexion à avoir. Mais parce que derrière, Hartenstein fait partie d'un collectif. Oui, c'est ça. Là, je parle pas d'un collectif, je parle d'un... Mais tu vois, un Hartenstein dans le collectif Oklahoma, et le Hartenstein mais même à New York. Dans le collectif new-yorkais de l'année dernière était parfait, tu vois. Mais si nous l'avions gardé, il aurait été plutôt en sortie de banc, ou alors on aurait une paire avec... Pas sûr. Je sais pas. Pas sûr. Je suis pas certain. Peut-être qu'on serait allé chercher de la profondeur avec le transfert de Julius. Non, je veux dire, si nous avions conservé Hartenstein et que nous avions également Karl Anthony Towns, qu'aurions-nous fait, qu'aurait fait Tom Thibodeau? Est-ce qu'il aurait fait une paire d'intérieur avec ces deux-là? Trop de monde, il y avait Mitch encore, trop de monde.
Bah, Mitch. Je pense pas qu'on aurait fait 4. Plus au garage. Si Hartenstein était resté, je pense que 4, on l'aurait pas fait du tout. Personnellement. On ne saura pas. Mais bon. On le sent de toute façon dans cette cote d'amour. Beaucoup ont aimé la saison dernière, les Knicks. Ah ouais. Et que cette saison, on a des attentes qui sont hautes parce qu'on a un talent haut. Mais le bilan n'est pas catastrophique. Personnage, je sais pas, je suis moins attaché. J'ai toujours. Voilà, Josh Hart, tu vois. Bah, tu vois, comme Jason Tatum à Boston. Hein, moi, franchement, je le trouve soft ce joueur. Je m'attache pas à ce joueur. Il y a aussi la particularité de ce joueur. Et c'est pas pour autant qu'ils sont. Après, il est pas chez nous aussi. Oui, mais pour autant, en fait, le côté charismatique, le côté affectif, il dépend de tout un tas de paramètres. Et les joueurs ont beau être forts, plus forts peut-être. Bah voilà, on n'a pas la même relation avec eux. Peut-être que ça viendra dans le temps, peut-être que sur des combats de play-off où ils vont nous emmener à un parcours héroïque, on va se dire, mais en fait, ouais, cette équipe, on a mis du temps à l'aimer, mais on l'adore en fait. Et voilà, il faut. On verra. Je demande que ça. La cité de l'amour, ils vont aller à Philadelphie. Peut-être que c'est là à Philadelphie que le déclic va se faire, que le coup de foudre va se faire. Le coup de foudre, on l'a pris, mais pas de la bonne façon face au Thunder. À voir. On a pris un coup de fouet. On s'est fait foudroyer, mais cramé, quoi. Cramé. Bon, ça va être tout pour cette longue émission, que cette 110. Alors, en même temps, il y en a pour 2 semaines. Donc, voilà, on vous a donné la dose. C'était le retour de Seb. T'avais des choses à dire. On avait des choses à dire. Voilà, on se donne rendez-vous quand? Bah, assez vite. Parce que c'est demain. Demain quoi? Demain, on sera pas tout seul. On n'est jamais tout seul de toute façon sur Twitter, sur X, sur les Spaces. On sera avec notre ami Chappy, mais on sera également avec notre ami Sleep. Sleep? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un artiste qui nous fait quelques réalisations plutôt intéressantes, plutôt intéressantes. Je cherchais le terme, mais en tout cas, voilà. Et on aura l'occasion de parler un petit peu de création, de basket, de Knicks, et puis de la NBA au sens large, de basket. C'est ce qu'on fait de toute façon ici. Et ça sera demain, comme vous le savez, tous les mardis, de 19h à 20h. On déborde un peu, il y a un quiz, on passe du bon temps. C'est avant tout ces moments qu'on aime partager avec vous, que ce soit en physique sur des viewings, que ce soit sur des voyages, il y en a qui arrivent, et que ce soit aussi via ces médias, ces réseaux sociaux. Donc voilà. Demain, rendez-vous pour Knicks Together. Et puis, bah, nous, Seb, on va se dire pas la semaine prochaine, dans 2 semaines. On enverra des petits mots, on fera des petites cartes postales, des petits tweets, des petits trucs, hein, bien sûr. Et puis, on espère qu'on reviendra dans les valises avec des souvenirs, mais avec des victoires. Des beaux souvenirs, on en aura. Si on peut avoir des victoires en plus, c'est pas plus mal. Et juste une dernière chose. Oui. Il y a également le vote. Mais oui, bah, bien sûr. Pour le All-Star Game de la G-League. Je ne sais pas comment on vote, mais votez. Kevin Knox est dans l'équipe G-League de Golden State Warriors. Il fait une très très belle saison avec leur équipe G-League et il est en passe de devenir All-Star de G-League. C'est un forceur. Mais voilà, un plus gros forceur que la Melo Ball. Je ne sais pas quoi faire de cette information, mais je vous la transmets parce que elle est quand même. Comment voter, voilà. Bah dites-nous. Voilà, votez pour Kéké. On mettra peut-être un vote. Je suis pas sûr qu'il y ait un mec avec 1 million de votes. À jamais, Kéké. À jamais. Okay. Tu sais que Kéké, la rotation, il serait pas plus mal, là. Franchement. Un poste 3. Il m'avait saoulé sous Fisdel, déjà. Il m'avait saoulé sur la... Bon, c'est Fisdel qui l'a gâché. Non, il était déjà gâché non, c'est pas vrai. Il fait une saison similaire à Rizaché, merde. en termes de production, c'est pareil. So Hawks. Sur ce, on a dit trop de bêtises, on part en roue libre, ça va pas, il est le temps de rendre l'antenne. On vous dit bonne quinzaine, bon match des Knicks, et puis à très vite sur la suite, sur l'épisode 111 sur KNF TV. Allez, ciao, voisin du dessous, t'es de retour. Ouais, malade, c'est pas grave. Soigne-toi, et arrête de râler sur Teams. Allez, bonne semaine à vous, let's go Knicks. Ciao.